aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Dans mon immense bonté, j'ai décidé d'abréger tes souffrances en te portant enfin un coup fatal, chevalier. Non. Encore toi! Salut les aventuriers, bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Ouh, Fred, je crois qu'on est arrivé au gros lot là. Waya Ninja, non c'est pas Ninja pardon, c'est Labyrinthe, ce qu'on adore dans les défis fantastiques, oui, le gros morceau, le gros labyrinthe, le gros défi fantastique, le labyrinthe de la mort. Et oui, une émission dantesque qui nous attend, plein de choses et un sacré livre et une référence encore une fois, et c'est cool de se retrouver pour faire un défi fantastique, c'est sympa. Et puis tu sais, je disais, enfin tu disais là à l'instant, Ninja, t'as pas tort hein, de dire Ninja quand même pour cet épisode. Non, l'enfoiré de Ninja qui m'a baisé mon aventure, pardon. Je crois que t'es pas le seul à qui il a baisé l'aventure, ce sacré Ninja. Bah voilà les aventuriers, nous sommes de retour, hein. Bienvenue donc à notre dernier double épisode avant la fin de l'année 2020. Je crois qu'on fait bien de parler du labyrinthe de la mort pour la fin de 2020, parce que 2020 c'est quand même le sacré labyrinthe de la mort pour nous tous, hein. Ah, c'est fuck up year, comme on dit, year. Donc oui, non, je pense que le problème c'est que c'est peut-être la première d'une longue série, donc du coup elle sera peut-être pas si marquante à la fin, mais j'espère que si. Donc 2020, tout le monde veut la mettre derrière soi et avancer. Donc le labyrinthe de la mort, c'est une bonne parabole, une bonne allégorie, c'est sympa. Donc on va le torcher pour la fin de 2020. T'as raison. Voilà, c'est parti. Allez les aventuriers, on vous entraîne, venez avec nous dans le donjon. On va se poser dans la salle de planification d'attaque avant justement d'entrer en tant que champion avec notre foulard violet au bras. À toutes. Fred, nous voici à la table, donc préparation d'attaque du donjon, mais avant de rentrer dans l'aventure, je te propose de faire une petite intro avec notre fameux courrier des lecteurs. Ouais, toujours aussi sympa le courrier des lecteurs, c'est toujours, nous on les attend avec impatience, ça fait marrer de parler un peu de ceux qui nous ont écrit, donc là en plus on a des bonnes nouvelles, en tout cas avec quelqu'un qui nous a fait un beau cadeau en tout cas. Oh, franchement, écoutez les auditeurs, là... Metal Slugger, salut Metal Slugger, maintenant on lui a donné un alias. Salut Metal Slugger, ouais, je veux dire, Hail to the Grade, Metal Slugger, quoi. On se baisse platement devant toi en faisant des courbettes parce que là c'était une sacrée surprise. Hail to England, hail, hail, hail. Alors ouais, justement Metal Slugger qu'on a surnommé maintenant notre spécialiste dans l'escouade de Space Marines, qui est notre Heavy Weapons spécialiste. Metal Slugger, c'est lui qui a pas le Flamer, Fred, le Heavy Flamer, comme dans Heavy Metal. C'est sûr. Ouais. Et voilà, donc Metal Slugger, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a envoyé un sacré cadeau. Mais franchement, c'était un cadeau dans un cadeau dans un cadeau, quoi. Metal Slugger, plein d'amour pour toi. Merci franchement du Père Noël que tu nous joues, hein, que tu incarnes. Metal Slugger nous a offert en fait une version complète, impressionnante, en vraiment très bon état de Space Crusade. Ah ouais, c'était génial. Bon, en plus, c'est super contemporain d'actualité. Donc, c'est lui qui nous a parlé que ça lui ferait plaisir qu'on fasse ce dossier-là. Le dossier sort, il nous offre le jeu. Franchement, la boucle est bouclée. Pour 2020, c'est pas si pourri en fin de compte. Et attends, c'est pas la fin, parce que Metal Slugger sait qu'on est bilingue tous les deux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sait qu'on est fan de Talisman. Et il dit, bim, allez, je vous enchaîne combo x2. Je vous offre Talisman 2ème édition, version anglaise. Putain, oui, avec les super illustrations. Putain, c'est ouf. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte du Talisman 2ème version? Et il y a son livre dont vous êtes le héros préféré, qui n'est nul autre, Fred, que... Les rôdeurs de la nuit. Un de nos... Enfin, Fred, tu l'as lu celui-là ou pas? Que chi. Pour moi, c'est... En fait,
c'est mon livre préféré. Il est tellement intime, c'est un que j'aime tellement beaucoup que j'en parle peu. Et je crois que c'est une façon pour moi, psychologiquement, de pas le gâcher, de pas le dévoiler comme si c'était mon chouchou, malgré que bien sûr c'est un livre, il y a tellement de gens qui l'ont lu. Mais pourquoi j'aime en fait Les Rôdeurs de la Nuit? Parce que quand j'étais gamin, j'étais un fan mordu, ardu, passer des nuits blanches à jouer à Thief. Et Thief, c'était un jeu de simulation de voleur médiéval, fantastique, steampunk, vraiment superbe. C'était son propre univers, son propre monde. Il y avait une ambiance tellement particulière, flippante, oppressante, stealth, enfin. Et Les Rôdeurs de la Nuit, c'était la version livre-jeu. D'ailleurs, c'est une de mes inspirations pour un des prochains projets d'écriture que je parlais avec toi, Fred. Oui, exact, ouais. Et donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Écoute, Heavy Weapon spécialiste, tu choisis bien car c'est dans notre liste. En fait, c'est prévu, justement les auditeurs, qu'on attaque Les Rôdeurs de la Nuit, donc l'année prochaine, en 2021. Plus exactement, ça sera en février. Fred, on commence l'année prochaine en plus avec plein de défis fantastiques. Oui, vous avez vu Piranha, voilà, les épisodes s'en suivent. C'est vrai que les défis fantastiques, il y en avait un peu moins avec les dossiers pop culture. Donc là, on va se faire une salve de titres. Donc la science-fiction, c'est fini. Donc là, on a essayé de taper dans les, pas dans les obscurs, mais pas le dur, forcément. Heroic Fantasy. Ouais, oui, voilà. Et puis surtout, pas forcément les plus connus. Et pour pas être franc encore une fois avec vous, il y en a un qui sera très nostalgique pour moi. Et puis après, les autres, on a un peu choisi pour la couverture. Donc on vous laissera la surprise de savoir quels titres nous ont frappé, quoi. La salve, elle est quand même vénère, mec. Attends, on s'attaque quand même à deux gros pavés. On s'attaque quand même à la Cité des voleurs, suivi des Rôdeurs de la Nuit. Je veux dire, là, si on continue à parler de combo, là, c'est plus du Street Fighter, là, c'est du Killer Instincts, quoi. En plus, c'est vrai que moi, la Cité des voleurs, c'est le premier que j'ai fait. Et, donc, c'est celui qui va le frustrer tout début. Mais là, je pense que celui-ci, la nostalgie va marcher à plein gaz. Et ça va être sympa pour moi de le refaire. Je me souviens qu'à l'époque, les dessins m'avaient impressionné. C'est l'un des plus importants. La Cité des voleurs, il fait partie des... c'est le 5e qui était sorti des défis fantastiques. Donc très important dans l'histoire et la culture des défis fantastiques, des fighting fantasy, les dont vous êtes le héros. Voilà, franchement, pas mal de choses. Metal Slugger, merci encore une fois, sacré Père Noël que tu as été. Tout l'amour du podcast, Fabien, Fred et moi, je crois qu'on te souhaite encore une fois des millions de merci. Et puis, c'est sûr qu'on va s'enregistrer... si on n'a pas pris trop de verres de bourbon ou de scotch, en train de faire une grosse partie de Space Crusade. Ce sera un massacre à Space Crusade, je veux dire. Ouais, ça dépend avec moi, avec mes règles, comment on appelle ça, mes règles maison à la con. Anti-G, là. Et puis, on a aussi reçu notre script du podcast, Étienne, qui nous écrit, qui a entendu en fait quand j'ai pointé un petit peu le drapeau suisse, c'était bien sûr pour tous nos auditeurs suisses, mais voilà, une petite particularité surtout pour qu'Étienne nous réponde, et ça a marché. Salut Étienne, merci beaucoup d'avoir capté, qui nous parle justement de ses aventures de Space Crusade, qu'il avait justement préféré un peu plus Space Hulk pour son côté plus stratégique. En effet, c'est pas, comme on avait dit des deux, Space Hulk, c'est pas la version portes ouvertes, fastoche, dedans on joue comme on veut, les règles sont quand même assez balèzes. Mais justement, quand vous avez assez joué à Space Crusade, c'est bien de passer à Space Hulk, c'est un peu le level up. Et là, je crois qu'il n'y a plus de level 3, parce que là, on a... enfin, les missions, tout ce qui est possible dans Space Hulk, c'est dingue. Oui, non, c'est un jeu très prenant. Oui, c'est un classique, on peut y jouer encore à nos âges. Ouais, non, c'est vraiment très efficace, Space Hulk, et puis tactiquement... Mais en tout cas, avec Etienne, c'est bien qu'il nous réécrive, parce qu'on s'inquiétait un peu, on avait plus trop de nouvelles. Bon, peut-être comme on a fait les Piranha, il avait peut-être pas lu à l'époque, donc il pouvait pas nous donner ses retours, mais c'est toujours un plaisir. En plus, il a une belle plume, Etienne, donc voilà. Merci Etienne, et puis merci de ton écoute fidèle. Ouais, merci beaucoup Étienne, toujours un plaisir de recevoir tes emails. Étienne posait une question justement et me parlait de nos emails. C'est vrai qu'on a 2 emails. Ouais, on a bureau@to-ceti.org, mais on a aussi pdvelh@to-ceti.org. Et en fait, les 2 emails peuvent nous joindre, mais en fait, si vous utilisez le pdvelh, c'est un peu plus rapide pour nous parce que notre boîte mail bureau, en fait, c'est un peu plus tout ce qui est l'envers du décor administratif. Donc, on répond toujours, on reçoit toujours les emails, surtout ceux d'Étienne qui les écrit là-dessus. Mais voilà, si vous voulez vraiment nous joindre plus rapidement, utilisez le site web, comme tu disais, Fred. On a justement un bloc texte, vous pouvez répondre dedans, ou écrivez-nous à pdvelh@to-ceti.org. À l'envers maintenant. Ok, tu merci. montreras à l'envers comme on avait fait pour Halloween. C'est bon. Je vais faire les David Lynch. Shallow star host there is this no bro. Aïe aïe aïe. Ok, c'est parti. Fred, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Enfin, il y a
pour vous parler un petit peu plus de ce qui est prévu pour 2021. Fred, la fin de Dragon d'Or. Oui, la Dragon d'Or, c'est une série qu'on va sûrement terminer. C'est une série d'initiation, c'est sympa à enchaîner. En plus, c'est un peu des histoires différentes. Et après, on a une qui est un peu moins, qui est un peu moins initiation, qui est plus Louardan aussi, sur lequel on va enchaîner. Mais Ah, moi, ça va être dur, ça, parce toi, que... tu me saoules, parce que je vois ça, tu me préviens pas, si tu me préviens, mais la voix du ninja, alors, parce qu'il y en a marre de la voix du ninja, tu te rends compte que je crois qu'on a commencé en 2014, on est en quelle date? On est en 2020. En 2020, ça fait 6 ans quand le truc, il est... Non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Non, t'inquiète pas, Fred, te fais pas de soucis, j'ai prévu... faut qu'ils reviennent et tout, quoi, non, c'est ouf, quoi. La voix du ninja, elle est prévue pour le 1er avril, t'as aucun souci à te faire. Non, bien sûr, en avril j'avais prévu ça, bien sûr on aura un épisode spécial, hein, entre guillemets, d'avril, avec bien sûr suivi de notre épisode mensuel, hein, qui sera donc la voix du ninja Fred. Alors t'es excité là? Ah oui, je suis content, il faudra que je ressorte mes fiches papier. Là. J'ai survécu à 4 déménagements, je te raconte pas le trésor que c'est. Ouais. Alors avant qu'on met justement une épingle là-dessus, il faut que tu recules de ton micro et tu me fais le cri du ninja. Ninja. Nickel. Je le faisais mieux à l'époque, sauf que c'est sûr qu'il y aura un peu d'entraînement. T'as réveillé tout le quartier là? Pas du tout, non, je me suis retenu, je suis en plein, parce qu'il est bon, faut savoir qu'il est tard, quand même. Donc comme un ninja, t'es resté silencieux. C'est ça. Furtivité, furtivité agressive, ça s'appelle. Furtivité agressive, ah, c'est bon ça. Bah voilà, hein, que dire de plus? Bah allez, franchement, on va quitter un petit peu notre table de préparation stratégique et on va entrer dans le couloir de préparation, on va s'armer, hein, avant de rentrer justement dans le labyrinthe de la mort. Allons-y. Ok, nous voici, Fred. Franchement, c'est assez impressionnant cet épisode. Il est très il va être assez historique, hein, pour nous, notre petit podcast ultra niche du niche. Hein. On s'attaque à un très grand classique des livres dont vous êtes le héros, un défi fantastique, hein, qui n'est nul autre que le labyrinthe de la mort. Il était vraiment temps d'en parler de ce labyrinthe de la mort, mais voilà, comme un bon guerrier, on voulait acquérir assez d'XP dans l'histoire du podcast pour pouvoir le faire. Et puis Fred, on va te parler de tellement de choses qu'on a prévu justement de faire 2 épisodes. C'est ça, oui, pour les livres vraiment cultes qui nous intéressent, donc qu'on couvre, on a décidé de... Surtout que Fabien, il nous fait plein d'anecdotes, des fois, donc on veut tout garder, donc après ça fait un peu beaucoup d'informations, donc on a dit, bah tiens, on va faire 2 épisodes. Donc si vous voulez rentrer, avoir plus d'infos, si vous connaissez le labyrinthe de la mort, peut-être vous apprendrez des petites choses, et puis si vous connaissez pas, bah vous connaîtrez tout, et donc vous aurez hâte d'y jouer. Et moi en tout cas, je suis content d'avoir fait ce classique, donc c'est cool, quoi. Ah oui, pour l'histoire, justement, encore en dedans, Fred, c'était ta première initiation au labyrinthe? Oui, ma première, ouais. Donc j'ai un œil complètement néophyte, quoi. Et qui vient pratiquement 40 ans après, donc c'est intéressant. Bah écoute, c'est cool, hein, franchement, parce que moi, j'y ai joué tout au long de ma vie, à chaque fois, tous les 5-6 ans. Et je suis fier de dire que j'ai enfin réussi à finir l'aventure en ayant tout attrapé sans mourir. J'ai réussi à faire un one-shot. Mais c'est après, bien sûr, plein d'années d'essais et de, comment dire en anglais, trial and error, d'essais et d'échecs, ouais, parfait. Oh là là, mon franglais. Tu disais Jean-Claude Van Damme un peu plus tôt? Oui, c'est ça. T'es pas aware. Putain, ça fait longtemps que j'ai pété ce mot-là. Bon, bref. Bah voilà, justement, on va parler enfin, encore une fois, hein, j'arrête pas de le dire tellement qu'il est important, mais le labyrinthe de la mort est sorti en 1984. C'est un livre-jeu défi fantastique de 400 paragraphes. Il est toujours édité à ce jour. Il reste, on dit bien toute majuscule, hein, le grand classique des défis fantastiques. Bien sûr, il est accompagné d'autres classiques comme Le Sorcier de la Montagne de Feu et Le Manoir de l'Enfer. Mais franchement, c'est très connu, hein, que le Labyrinthe de la Mort, il est toujours un petit peu plus élevé là-dessus. C'est un peu comme accepté dans les conversations. C'est impossible de le détrôner de là où il est. Et à savoir, c'est quand même dingue, Fred, combien d'éditions on en est là pour ce labyrinthe? Bah, on est en langue française à 7ème édition quand même, donc un record, donc 7 éditions pour ce fameux labyrinthe. Donc oui, un grand succès, quelque chose qui pèse et quelque chose qui est représentatif de la saga, quoi, de la saga des défis fantastiques, quoi. Et que moi je ne connaissais pas, donc que j'ai appris à connaître en faisant ce podcast. Mais moi, en tant que personne, on va dire, qui suivait ça un peu de loin, non, labyrinthe de la mort, j'ai jamais entendu une référence à ce. Autant les sorcelleries, tout ça, ça me parlait, autant le labyrinthe de la mort, ça me parlait pas du tout. Et en plus, Fred, ce qui est important, c'est que t'as réussi à compléter l'aventure aussi pour ce podcast. Oui, bon, avec un petit peu de ton aide, mais
Bah c'est ça le labyrinthe de la mort, de l'aide jusqu'à ce que tu dois me backstabber à cause d'une épreuve. Oui, c'est ça. Oui. Bah, j'ai pu faire l'épreuve finale. Bon, après, j'étais pas très loin, donc ça va. Et puis, pour une fois, j'ai même trouvé un peu simple pour le coup, parce que je me disais, déjà, j'en ai pas acheté chier, donc c'est pas normal, parce que bon, il avait l'air d'être assez difficile. Donc après, oui, tout ça. J'aime bien comment c'est devenu un standard, ça, pour les défis fantastiques. Est-ce que j'en ai assez chié? Oui ou non? On devrait faire un système d'étoiles pour... Et tu sais quoi, je rigolais parce qu'on s'est fait de petits plans et j'ai regardé la photo que tu m'as envoyée et j'ai regardé, en fait, toi, moi, chaque fois je suis parti à gauche, toi t'es parti à droite. Non, mais c'est ouf ce truc, hein. C'est un grand classique. Moi je pars à l'ouest, toi tu pars à l'est, quoi. Donc, c'est génial. Là, tu vois, on a bien fait ce qu'on fait comme d'habitude, quoi. Oui, toujours, ouais. Ah, c'était chouette. Bah justement, ouais, on va parler de ça. On va parler justement, pour ce premier podcast, on va se concentrer sur le livre, sur l'aventure. Le deuxième podcast, hein, comme tu disais, Fred, il va être dédié donc à la pop culture. Et bien sûr, vous pouvez retrouver. Je vais essayer de mettre en métadonnées nos cartes hein, qu'on a dessinées, mais bon, il y en a plein sur le web. Mais on s'est bien amusé justement avec Fred de noter nos parcours, parce que finalement, une fois qu'on dessine ce labyrinthe, ça éclaircit énormément le jeu. Hein. C'est sûr, oui, tu peux revenir à la rigueur si tu veux avoir des embranchements que t'as pas fait. Bon, après, moi, je l'ai fait un peu sous forme de brouillon pour s'y repérer. Il faudrait faire un truc un peu plus clair. Mais oui, non, mais c'est intéressant comme procédure. De toute façon, c'est conseillé par l'auteur. Hein. Ah oui, là, franchement, quand on dessine ce plan, on s'y croit vraiment. On s'y croit vraiment dans un Bard's Tale ou un Lands of Lore. Enfin, ouais, c'est vraiment sympa, quoi. Dungeon crawler, carreau par carreau. Fred, avant qu'on rentre justement dans le début du labyrinthe, hein, car ça va être parti pour, je te propose un morceau de musique, histoire de se hype up, histoire de se préparer, de se mettre, en garde, préparatif, armure, de combat, sélection des armes, qu'on soit chaud. Chaud au cacao, vas-y. Un truc à l'ancienne, peut-être. Hey, hey, hey! Voilà, c'est mon glam rock shout. Je te propose un groupe moderne, mais qui suit en fait les styles d'inspiration du power, enfin du power metal, le metal un peu barbarian, hein, ce metal rebelle, heroic fantasy complètement. Je te propose le groupe Summerlands. Très proche d'un monde avec un loup qui est un peu solitaire, Summerlands, avec le morceau qui s'intitule Spiral Infinite. Alors excuse-moi, j'ai fait du franglais là, mais Spiral Infinite. Allez, je te dis à tout de suite, mec.
now belong to another society, another world, a world of pot, LSD, and free love. Bon, t'es toujours avec moi, Gadji? Parce que... Écoute, en parlant de spirale, c'est toi qui t'es fait absorber récemment dans une, hein. Oui, mais en plus, j'ai pensé furtivement. Et là, on va parler d'un temps que peut-être que toi, tu ne connais pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, mon Peucho, en 84? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé en 84? Au moins, date de sortie. Non, c'est vrai, hein, je sais que toi, t'es l'aïeul là-dessus, mais les Gremlins, si je me trompe pas, Fred. Oui, les Gremlins, film culte, film qu'on peut encore regarder, un espèce de conte de Noël d'horreur, c'est toujours sympa. Bon, un peu plus cul, il y a Bibi Fogg, tu voulais dire quoi, toi? Non, justement, j'allais te dire, comme moi j'ai eu plutôt l'enfance américaine pour les dessins animés, moi c'était Transformers, G.I. Joe, Thundercats, hein, nous c'était pas Cosmocats, Thundercats, Tiger Sharks, Silverhawks, Silverhawks. Dis-moi, c'est quoi Bibi Fogg? Est-ce que c'est ce que je pense? C'est juste un phoque? C'est un choc. Un shot. Non, c'est un phoque. Mais je crois qu'il avait un petit nœud papillon, puis il était tout mignon, puis il était poursuivi par des braconniers. J'en sais rien, je regardais pas Bibi Fogg, je me souviens juste du générique. 84, quand tu lui tiens. Mais... Un truc beaucoup plus intéressant, c'est ce qui cartonnait dans les bandes d'arcade. Oh, fastoche, mec, Marble Madness, la fameuse boule qu'il fallait faire glisser à travers un labyrinthe incroyable en descente. Oui, le labyrinthe, c'était le thème de 84, c'est vrai. Ah, fuck, mec. Putain, mais bien joué, là. Ok, t'es sur quelque chose assez important, ce petit détail, Inspecteur Colombo. Dis-moi, Marble Madness, mais j'ai pas joué en arcade, j'ai joué sur les Nintendo, c'est tout ce que je me souviens. Et je me souviens aussi que c'était une cartouche que quasiment tout le monde avait sur Nintendo où j'étais, quoi, dans le quartier. On dirait que Toys R Us, il est donné gratos, quoi. Peut-être que c'était le packaging de vente avec la console, je sais pas. Non. Oh bah c'est un bon packaging, franchement, super amusant ce jeu. Bah écoute Fred, en parlant justement de tout ce visuel impressionnant de 84, commençons justement à ouvrir le livre, mais stop, on n'ouvre même pas. On se concentre sur l'illustration de couverture, bien sûr de la première édition, qui est glorieuse, qui est impressionnante, qui est prenante, qui est flippante, qui est dégueulasse, et qui est bien un monstre que l'on rencontre dans l'aventure. Et donc, cette illustration de ce fameux monstre intitulé la bête sanguinaire, ou en anglais le Blood Beast, et qui est nul autre illustré par Ian McCraig. Alors, c'est un sacré artiste, mais vraiment important pour la saga et le legacy des livres dont vous êtes le héros. Fred, parle-moi justement de cette magnifique artiste. Ian McCaig, donc quel artiste comme on disait, donc il est né en 1957, il avait seulement 27 ans quand il a fait les dessins pour les dessins intérieurs et la couverture du Labyrinthe de la Mort, il a fait les deux, c'est assez appréciable, c'est assez rare donc il faut le noter dans les défis fantastiques. Et c'est vrai que cette couverture elle est assez marquante, elle a marqué beaucoup de joueurs, donc tu as dit le monstre s'appelle la Blood Beast en VO. Et donc, en fait, il a une espèce de pustule qui éclate, et quand elles éclatent, il faut apparaître des yeux, mais en fait, qui sont ses faux yeux, des paires de yeux, donc c'est un leurre, et en fait, ses yeux sont point sensibles. Donc après, on sait pas trop où ils sont, entre guillemets, et là, il est dans une espèce de rivière de slime dégueulasse, en ébullition, et c'est vrai que c'est une bestiole qu'on, en fait, j'ai envie de dire, rien qu'à la voir, on sait qu'elle pue, je sais pas comment dire. Tu sais que c'est une bête immonde, qui pue les égouts, ouais. Le puits qui est aussi dangereux que la bestiole, en plus. Oui, tout est dangereux, et encore là je trouve que son bassin ils lui ont fait un peu petit, et en fait dans la description même du bouquin, donc il a une langue extensible, donc là bon ça paraît pas, mais c'est vrai que le monstre est menaçant, avec ses pointes, dans un endroit sombre, voûté, avec ce bassin, et là oui, effectivement plus c'est bien, on comprend que c'est un antagoniste, et surtout c'est vrai qu'il ressort la description, et on le rencontre dans l'aventure, donc ce qui est putain, c'est-à-dire que c'est pratiquement la couverture parfaite des défenses fantastiques, on n'a jamais vu ça, mais comment ça se fait, il y a personne du moment. Je veux dire, il y a trop de trucs qui sont bien faits, donc que tout d'un coup ça nous intrigue, quoi. Non, mais pour plaisanter, elle est bien faite, elle répond au bouquin, et voilà, c'est une couverture de bouquin comme elle devrait être, quoi. Bordel de Dieu de merde, pardon. Et donc ouais, et Fred, attends, il y a un petit détail encore plus important là-dessus qui est vraiment excellent, c'est que on croit que c'est le boss de fin, mais surprise, c'est le mini-boss. C'est ça, c'est la bête immonde sans cervelle qui est juste là pour attaquer. Le vrai méchant, il est déjà plus pervers mentalement, et on peut dire que le vrai méchant, c'est le baron. Il y a une espèce de défi à la fin quand on le regarde, quand on gagne. C'est lui l'antagoniste en fait, avec son donjon à la con là, où il a broyé 500 personnes à la mort. Moi j'aurais dit la manticore, mais bon, oui, ça aussi, oui, le baron, oui, ce comme vite, oui.
En fait, c'est le Blood Beast qui est monté par la Manticore, et sur la Manticore, il y a le Baron Circumvite. Un beau Jenga. Mais attends, Fred, je te coupe la parole, excuse-moi, mais parle-moi justement d'Ian McCraig. Parle-moi un peu plus de ce qu'on peut retrouver dans ces illustrations qui sont si particulières. Déjà au niveau de son style, donc c'est vrai que ceux qui les ont vus, donc c'est très très fin et très détaillé, donc on pensait tous que dans l'édition grand format il serait repris, mais là ce ne fut pas le cas. Il faut savoir que Ian McCaig il est mondialement connu, lui il est convaincu que tout le monde peut apprendre à dessiner correctement si il est formé. Donc lui il a fait une bonne carrière au cinéma aussi pour pas mal d'affiches de films, comme ça pêle-mêle, hein, des trucs pas très connus quoi, Star Wars, Harry Potter, Dracula de Coppola, Hook de Spielberg, Terminator et bien d'autres. Donc le mec il a un bon CV. Il était même scénariste pour plusieurs dessins animés pour Disney Channel. Bon là ça doit être un peu plus alimentaire on va dire. Et en 2014 il a reçu le prestigieux prix Spectrum Fantastic Art Grandmaster qui récompense les meilleurs artistes dans le fantastique. Donc voilà, c'est une référence dans les univers qui nous intéressent. Il a travaillé dans tout et donc il a fait cette couverture culte. Et donc faut savoir qu'il a beaucoup travaillé avec Ian Livingstone et Steve Jackson et il est toujours en contact avec eux. Et donc on dirait même que dernièrement il a fait l'édition collector anglaise de l'Anneau des Serpents de Feu, The Port of Peril, le titre original. Et forcément en France, nous, on n'a pas eu droit à la couverture qu'il a fait pour cette édition. Donc, tout ça pour dire que Ian McCaig, voilà, c'est une référence, et c'est vrai qu'on comprend pourquoi, parce que ses dessins, comme on dit souvent, sont de toute beauté. Voilà. Et puis Fred, bien sûr, tu l'as évoqué un petit peu, mais on va parler aussi de la dernière édition, la 5e édition des livres dont vous êtes le héros. Alors on va parler aussi des illustrateurs, si tu veux que je te cause un petit peu de la nouvelle couverture. Oui, vas-y. Cette nouvelle couverture, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend un autre... mini-boss, on va même prendre un mini-boss du labyrinthe de la mort, qui est nul autre que le Tyrannosaurus Rex, qui est ici très différent maintenant sur cette couverture, qui est illustré donc par Paul Mataillon. Alors Paul Mataillon, il nous dessine un dinosaure, mais avec un Stegosaurus Tyrannosaurus Rex, donc un T-Rex, le corps d'un T-Rex, avec des bras un peu plus allongés. Et bien sûr une gueule de Stegosaurus, mais qui est bien sûr carnivore, bien menaçant, qui est enchaîné au sol, devant justement le portail de passage pour continuer dans le labyrinthe. Ça me fait penser à la créature du Rancor de Jabba the Hutt. Il y a un petit peu cette ambiance. Alors il y a un côté d'illustration qui est assez cool, qui est très dynamique. C'est cette contre-plongée qu'on sent vraiment minuscule face à cette bête. Oui, c'est bien rendu, mais c'est vrai que oui, après c'était pas l'antagoniste le plus pertinent, mais moi franchement quand je vois cette couverture, ça me perd un peu par rapport à ce que je pense à Labyrinthe, tu vois, par exemple. Moi, je trouve, tu vois, pour cette nouvelle édition, cette 5e édition, ils auraient dû faire, là, on va en reparler, mais il manque des illustrations importantes dans la première édition française, et ils auraient dû mettre, justement, une nouvelle version de la première illustration d'entrée dans le labyrinthe, où il y a donc tous les aventuriers, les 5 aventuriers, et le baron Succumvite en face de nous, et l'ouverture du portail. Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Bah ouais, ça c'est bien, parce que c'est vrai que c'est assez rare qu'on ait des concurrents, entre guillemets, et là ils nous sont représentés en intro, ouais, donc ça aurait été, c'est une bonne introduction, une bonne mise en bouche, ouais, ça aurait été sympa, ouais. Surtout qu'on peut les rencontrer dans l'aventure, Donc ouais, je te parle un peu plus de Paul Mataillon, ça te dit, avec son super dinosaure bien menaçant ? Ça roule, donc français on semblerait, non ? Ouais, Paul Mataillon, voilà, c'est un jeune artiste spécialisé dans l'illustration numérique, il est né en 78, il vit dans le nord de la France, à Valenciennes. Alors depuis qu'il a 3 ans, il est passionné par le dessin et les jeux de société, bien sûr là d'où vient toute sa source d'inspiration. Alors c'est un illustrateur freelance avec une solide expérience de l'illustration de divertissement, notamment dans les jeux vidéo et les jeux de société, où on a fait beaucoup appel à ses services. Voilà, c'est un homme heureux qui vit de sa passion, et ça franchement pour Paul Mataillon, c'est excellent, c'est vraiment super. Et il est aussi connu pour avoir travaillé pour la célèbre collection des jeux pour la jeunesse, les Incollables. Voilà, si vous avez des enfants, vous connaissez peut-être ses illustrations alors, avec sa collection de jeux. Il a un style bien coloré, franchement, pour tous ses dessins qu'il exécute, ça se voit, quoi. C'est une palette très vibrante, surtout pour ses côtés heroic fantasy. Il y a des couleurs un peu désaturées, délavées, mais qui jouent sur cette palette... C'est comme si... Enfin, moi, c'est une impression, et c'est comme s'il essaie de réinspirer un petit peu ce côté délavé pour réimaginer un peu la période des années 70-80, tu vois, du jeu de rôle et tout ça. Ça donne cette ambiance bien old school heroic fantasy, mais avec, bien sûr, des illustrations et des plans très new school, quoi. Donc, c'est assez intéressant.
Quel que soit l'univers, franchement, qu'il doit illustrer, il va toujours utiliser des couleurs bien vives et il a bien raison. Hein. Comme je disais, délavé, mais voilà, on a des roses, des violets, des verts qui nous montrent dans un palais d'entrée pour un personnage. Il nous dessine une caverne où il y a de la lave qui coule. On a un jaune doré pour la lave qui coule avec ce brun rougeâtre de terre rouge là qui fait un parcours du combattant à travers cette coulée de lave. Donc c'est vraiment très cool ce qu'on voit quoi. Paul Mataillon, vraiment super illustrateur. C'est vrai qu'il nous propose une illustration qui n'est pas aussi emblématique, mais c'est impossible de faire aussi fort que ce Blood Beast. Hein. Mais je trouve que c'est quand même super intéressant qu'on ait la possibilité de voir voilà un autre monstre assez important du labyrinthe de la mort. Donc ouais, ce fameux Tyrannosaurus Rex. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Et en anglais, ça donne quoi? Tyrannosaurus Rex. Wow. Le T-Rex. Voilà. Fred, alors, dans cette nouvelle édition française hein, qui est sortie il y a pas longtemps, donc la 5e édition, hein, qui est format beaucoup plus large, on a un nouvel illustrateur d'intérieur. Oui, Vlado Kritzan, donc Fabien a envoyé gentiment une petite photo de lui, donc on le voit des lunettes noires, et c'est vrai qu'on se dit qu'en fait il vaut mieux qu'il reste qu'il reste un peu discret cet homme-là, tellement en fait ses dessins intérieurs sont très décriés par les fans de l'âge d'or des livres dont d'autres héros. En fait, ils lui en veulent beaucoup d'avoir un peu pris la place des anciennes, et donc c'est celles qui apparaissent dans l'édition grand format. Donc c'est vrai qu'elles sont c'est un peu les mêmes images, mais sauf qu'elles ont été relookées, un peu édulcorées dans une version un peu moins graphique et bien plus banale, faut le dire. Et c'est vrai que c'est tout en nuance de gris. Et c'est vrai que sur les forums de passionnés aussi, c'est tout un débat là-dessus. Et en fait, pour la vérité, c'est l'éditeur anglais, donc Scholastic, qui édite les Fighting Fantasy, qui voulait un peu rajeunir le public. S'il en a marre des quarantenaires nostalgiques, on va faire des nouveaux dessins. Et là, bon, en plus, ce qui est très bizarre, c'est que là, ça rend pas hommage à son travail, à ce bon Vlado, parce que fait quand même des bonnes choses. Donc savoir que Vlado, c'est un Slovaque et c'est que ça se qualifie lui-même de peintre numérique. C'est un fan de science-fiction, de jeux vidéo et de l'univers militaire. Et c'est vrai qu'on le sent un petit peu dérouté dans l'univers de l'Heroic Fantasy auquel il était pas du tout habitué. Et c'est vrai, comme vous disiez, c'est un super illustrateur. Sur son site internet personnel, vous voyez vraiment des dessins de toute beauté, des trucs très numériques. Et c'est vrai qu'en science-fiction, on se sent beaucoup plus à l'aise. Et donc c'est bizarre que pour cette édition grand format, ces dessins soient un peu, on soit un peu déçus. Et c'est vrai que quand on fait les comparaisons entre les deux éditions, entre les deux dessinateurs, le dessin d'un Manticore, je crois qu'il résume tout en fait quoi. Et que t'as l'impression qu'il y en a un qui est très détaillé, très fin, et qu'une Manticore qui a vraiment un charisme particulier, que c'est un vieillard, et l'autre on dirait un truc que moi je pourrais torcher avec un petit peu de patience, tu vois. Donc c'est sûr qu'il y a tout un univers d'écart quoi. La Manticore elle a pris un coup dur quoi. Ça c'est sûr. Et ben on dirait vraiment un dessin, une esquisse presque. C'est même plus un dessin. C'est vrai que le trait des détails très fin de McKay et ça, où t'as l'impression qu'il a mis du noir, du blanc et il a fait ça il a fait vite fait une Manticore. Oui, ça lui rend pas honneur quoi. Alors, si je peux parler un peu de cette 5e édition, tu vois, c'est un peu bizarre parce que quand on est sur la créature venue du chaos, tu vois, ça utilise des anciennes illustrations, et si je me trompe pas, les illustrations d'intérieur qui étaient de Alan Langford. Je crois que c'est Alan Langford, je sais pas, bah tu sais, je sais qui est-ce qui va pouvoir me confirmer ça. Étienne, dis-moi si j'ai réussi ou pas, ça serait un plaisir de savoir que j'ai pas merdé là-dessus. Ouais, donc c'est un peu bizarre ce qui se passe dans cette 5e édition. Écoute, je peux dire une connerie, je regardais le dessin qui est très connu, là, c'est celui du mec avec la main coupée, là, qui ouais. Et en fait, quand tu vois le gars, dans le premier, tu vois vraiment qu'il est en haillon. Dans la version récente, on dirait que le mec il est habillé avec un jean troué parce qu'il fait du rap. Je sais pas si tu vois la différence. What the fuck. Déjà, t'avais la censure, il y a plus la main coupée sur la porte. Bah moi dans la version française, là oui, j'avais pas fait gaffe. Ouais, il y a la main qui est dans le en haut, dans le coin à gauche. On va y parler de tout ça, en plus sacré rencontre ça. Ouais, alors je voulais juste parler vite fait. Je dure pas trop longtemps, je fais pas trop de dérapage incontrôlé, de conversation, Fred. Vlado Kritzan, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un superbe artiste. Quand on regarde ses planches colorées, son univers Heroic Fantasy dystopien, il y a quelque chose de vraiment fascinant. Et quand je vois le boulot qu'il fait dans les livres dont vous êtes le héros, surtout cette 5e, bizarrement pas dans chacun, ouais, écoute, pourquoi pas. Mais moi, je suis pas fan. Je suis assez déçu. En fait, c'est des dessins que je connais de mémoire. Et
ok, d'accord, on veut faire la collection pour que ça sorte un petit peu du côté old school, approcher un peu plus la nouvelle jeunesse. Je comprends tout à fait cette stratégie d'édition, mais dans ce cas-là, pourquoi recopier les dessins qui existent déjà? Pourquoi pas justement illustrer de nouveaux passages, des passages qui n'ont pas encore vu vie à travers une illustration? Ou bien même dire, tiens, ce passage-là, il est vraiment important, nous on fait celui-ci, parce que bon, si normalement, j'espère qu'ils lisent ce qu'ils éditent, donc à un moment, ils peuvent te dire, ah, peut-être ça, c'est un moment charnière, il est pas fait dans la première édition, on va le faire maintenant, ça serait une bonne idée. Non, ils disent, non, vas-y, recopie et fais moins bien. Ça va se vendre. Ouais, c'est ça. Alors, je parle complètement sur spéculation, mais est-ce que c'est plus facile de copier-coller chez l'éditeur, hein, et de juste envoyer la commande à l'artiste, des anciens dessins, voilà, refais-les au goût du jour, point barre, au lieu justement de fouiller le livre, trouver des nouveaux passages et proposer justement des nouvelles éditions. Après, bien sûr, on sait qu'il y a des passages qui sont inoubliables, mais dans ce cas-là, changer l'angle, changer le point de vue, tu sais, faire des modifications qui sont... qu'on peut passer via les descriptions de Ian Livingstone, qui sont faciles à faire, tu vois, quelque chose de nouveau. Mais là, ça me permet de le retrouver. Je sais pas si c'est à jour, je dirais pas, l'édition est à jour, oui, mais les illustrations, c'est juste d'un point de vue d'un autre artiste, surtout avec le côté numérique. Mais ces illustrations, elles sont monochromes, et je sens que là, c'est vraiment la difficulté pour Vlado, parce que lui, il fait de la couleur, il est vraiment bien dans la couleur, quoi, il est très très fort. Et là, je pense que on perd justement la beauté du talent de Vlado, quoi, en noir et blanc. Oui, c'est sûr, par rapport à ce qu'on a vu de ses autres dessins, il semblerait qu'il a besoin de la gamme chromatique. En fait, il faut pas oublier que c'est quelqu'un qui travaille avec le numérique. Le noir et blanc, ça fait penser à des techniques, entre guillemets, plus archaïques. Donc c'est peut-être pour ça que oui, qu'il n'était pas à l'aise dans l'Heroic Fantasy, il était pas à l'aise avec le noir et blanc, tout simplement. Ouais, bah écoutez, ouais, ça permet, voilà, c'est 10 nouvelles éditions, cette 5e, hein, il y aura tellement de choses à faire là-dessus, hein, enfin, je crois qu'on fera un podcast qui résumera un petit peu toutes ces 5 éditions pour qu'on parle un petit peu des différences. Eh ben, là, c'est parti pour, dis-moi, qu'est-ce que c'est la route suivante, là, parce que c'est très important. Donc un qui maîtrisait mieux son sujet, qu'on connaît très bien ici, auquel il faut rendre hommage aussi, c'est l'écrivain. Et donc rien qu'au style de défi proposé, qui est-ce qu'on a affaire encore une fois? Ah, Ian Livingstone, très très important, hein, des co-créateurs des Fighting Fantasy, des livres dont vous êtes le héros, hein, la saga des défis fantastiques. Très important. Alors, on a déjà tant parlé de lui, hein, ce Britannique de 70 ans cette année, hein, Happy Birthday Ian. Voilà, il avait 35 ans quand il a écrit Le Labyrinthe de la Mort. C'est son 4e livre dont vous êtes le héros. Alors, à l'époque de la création du Games Workshop avec son ami Steve Jackson, il voulait que tous les deux vivent de leur passion, les jeux. Alors, Ian, il possède une collection de 1000 jeux de société et a une énorme collection de jeux vidéo, tout support confondu. Alors c'est très important parce que c'est quand même l'un des co-créateurs de Eidos Interactive, hein, Lara Croft et tellement d'autres jeux, surtout un autre jeu qui s'intitule Death Trap Dungeon, qu'on va bien sûr parler dans cette émission. Alors, sa plus grande fierté, c'est que les histoires qu'il a écrites depuis plusieurs dizaines d'années continuent d'être éditées à travers le monde, et ça, quand même, en tant que créateur et artiste, hein, c'est quelque chose de vraiment être très très fier. Voilà, et sa carrière professionnelle, voilà, a constamment évolué au fil du temps. Avec Steve Jackson, il a cofondé, comme on disait, Games Workshop en 75, et puis 20 ans après, voilà, il devient le dirigeant pendant de nombreuses années de la société de jeux vidéo Eidos. Alors Ian, la retraite, on dirait que c'est vraiment pas fait pour lui, car il sera toujours consultant pour de nouveaux jeux vidéo. Sa dernière actualité, c'est qu'il a maintenant une école anglaise avec son nom, la Livingstone Academy de Bournemouth. Voilà, c'est une école spécialisée en sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Cette école est spécialisée pour les jeunes de 4 à 18 ans, et voilà, ouvrira ses portes pour la première fois pour la rentrée scolaire de 2021. Ian Livingstone, félicitations, congratulations, toujours vraiment impressionnant cette carrière de créateur. Alors on mettra un petit lien dans les métadonnées, hein, alors aussi dans la fiche d'information, cliquez juste en dessous dans SoundCloud et on va vous donner donc son site web, qui c'est donc livingstone-aspiration.org. Alors, pour en revenir au Labyrinthe de la Mort, s'il devait faire un classement de ses livres préférés, il le choisirait en 2e position. Le premier serait Le Sorcier de la Montagne de Feu, qu'il a coécrit avec Steve Jackson. Et le 3e serait La Forêt de la Malédiction, ex aequo avec Le Sang des Zombies, qu'il a écrit il y a quelques années. Un des derniers, qui fait partie des derniers des défis fantastiques à sortir. Eh ben, pour cette version française, hein, qui est
si important pour nous, qui a été pour les plus expérimentés, âgés des auditeurs, passé, changé dans la cour de récré, pour les plus jeunes, qui a été redécouvert à travers peut-être la 3e, 4e ou 5e édition, eh ben la version française, hein, qu'on a lue. Si tu nous parlais de la traduction ou la traductrice, Fred. Oui, bah ça va être un peu court parce que c'est Patricia Marais qui nous a fait la traduction, donc on pense que c'est un pseudo, parce que on n'a pas d'infos, donc on pense qu'on sait même pas si c'est un homme ou une femme, comme ça arrive souvent. Donc un pseudo, donc c'est le seul bouquin qui sera traduit sous ce nom. Donc voilà, c'est un des mystères supplémentaires dans le labyrinthe de la mort. Mais grâce à elle ou lui, on a cette version française qui est maintenant la classique, quoi, et qu'on connaît parfaitement. Donc merci pour illustre Patricia Marais de nous avoir traduit cette histoire, cette aventure en français. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je vois aussi un parallèle entre Ian Livingstone et Steve Jackson sont très amis, vous le savez. Et dans Sorcellerie, on avait parlé que c'est en faisant un voyage que Steve Jackson avait eu l'idée de faire la saga Sorcellerie. Et ben Ian Livingstone, c'est un peu la même chose avec le labyrinthe de la mort. Il a fait un voyage en fait en 1981. Il était dans le nord de la Thaïlande. Il faisait des longues randonnées. Il traversait même Chiang Mai. Il a découvert des endroits, des paysages qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il avait toujours l'impression que les chemins menaient à des endroits où il pouvait se perdre. Il n'arrêtait pas de se poser plein de questions. Il parlait beaucoup aux villageois. Il a pris beaucoup de photos. Donc il a fait une espèce de catalogue de toutes ses randonnées. Et en fin de compte, il était même son guide était inquiet parce qu'il avait peur qu'eux se fassent attaquer. Donc en fait, c'est tout ce mélange à cet univers complètement exotique pour lui, bah ça l'a tellement enchanté, c'est vraiment sorti entre guillemets dans un autre endroit où il avait plus la main mise sur il était complètement à merci des dangers. Et il a eu toute son idée pour le labyrinthe de la mort. Et donc comme quoi les voyages forment la jeunesse. Donc il a entretenu sa jeunesse jusqu'à 30 ans, et il a fait ce super voyage qui l'a inspiré. Et ça, c'est toujours une super façon de procéder. Et donc, dès son retour, il s'est mis au boulot et il a écrit le labyrinthe de la mort. Voilà. Donc, en fait, le labyrinthe de la mort, vous le savez pas, mais vous êtes en Thaïlande. Tout simplement. Entre le Tibet pour Sorcellerie et la Thaïlande pour le labyrinthe de la mort. Ouais, voilà. Vive l'Asie enchanteresse. Ouais, c'est pas faux, hein. Justement, la conception du livre, mais malgré tout, ce ne fut pas si facile que ça pour l'éditeur du labyrinthe, car il fallait que tout soit parfait dans les paragraphes. L'écriture lui prit 2 mois, Fred. C'est assez rapide, je trouve. Pour comparer le son... Hein, 2 mois, c'est 2 mois non-stop, là, à mon avis. Hein. Ouais. Et pour comparer, l'un de ces derniers, le son des zombies lui a pris 2 ans. Ouais, c'est ça, donc le son des zombies doit être super, du coup. Alors, il fit d'énormes plans qu'il étalait sur des tables pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Il exécuta un organigramme tout à la main. Il notait manuellement chaque paragraphe en faisant attention à ne pas se mélanger dans les numéros. Il écriva son manuscrit à la plume avant qu'il ne soit dactylographié. Et voilà, donc les paragraphes ne devaient pas être tapés à la machine tant qu'ils n'avaient pas été vérifiés pour la cohérence de l'aventure. Alors, maintenant, il ne travaille plus comme ça, Ian Livingstone, de façon beaucoup plus rapide. Mais Fred, ça veut dire qu'il y a une version du labyrinthe de la mort qui est donc écrit à la plume. Sacré trésor. Oui, je pense qu'il va se garder pour ses beaux jours. Puis, ça va sûrement apparaître quelque part, ça, de toute façon. Le seul autre artiste que je connais, écrivain, qui ait fait ça, c'est Clive Barker, qui a écrit Hellraiser à la plume. Donc bien sûr, c'est le succès complet pour ce livre. Hein. Voilà, ça sera un best-seller. Hein. Il se vendit à plus de 350 000 exemplaires rien qu'en Angleterre lors de la première année de sortie, ce qui est hallucinant. Hein. Alors qu'un succès pour un livre de jeunesse, c'est habituellement 5 000 exemplaires dans les années 80. Donc là, c'est assez épatant. Alors, les morts horribles sont fréquentés dans les défis fantastiques, hein, et donc le labyrinthe de la mort a lui aussi son gros lot de différentes façons à mourir, ce qui plaira bien sûr à chaque lecteur. Alors en Angleterre, c'est une communauté religieuse qui éditera pour l'occasion un guide d'avertissement de 8 pages sur les méfaits des défis fantastiques. Il y avait que des dessins dans leur truc, c'est pas possible. Oh, putain, c'est énorme quoi. En gros, lire ces livres sera un appel du diable, blablabla, on les connaît par cœur, ces idiots, hein, toujours la même conversation à 2 balles qui persistera jamais avec le temps, tellement que c'est ridicule comme débat. Alors bien sûr, ça amusera beaucoup Ian Livingstone et Steve Jackson, et ne les inquiétez pas du tout, hein, qu'ils laisseront faire, parfait comme artiste, voilà. Laissez les trolls faire, ne répondez pas.
Et pire, encore plus drôle, Fred, une mère au foyer d'Angleterre téléphonera à une radio locale pour leur avertir qu'elle avait vu son fils léviter dans sa chambre après avoir lu un défi fantastique. What the fuck? Mais oui, madame, faut arrêter le Prozac. Hein. Faut arrêter le Prozac, t'es gentil, faut arrêter les champis dans le thé, quoi. Alors, ce témoignage rocambolesque fit une énorme publicité, bien sûr, parce que toute mauvaise pub est bonne pub, hein, pour les livres de Livingstone dans les années 80. Hein. Les enfants croyaient que la maman avait raison, que pour les prix d'un livre dont le héros pouvait flotter dans les airs. En fait, la mère a trouvé la meilleure accroche pour vendre le livre pour les gamins. Vous léviterez dans les airs. On retrouve un peu... Oui, Donjons et Dragons. Ouais. Exactement, j'ai oublié, c'était un nom de club religieux qui passait à la télé, qui parlait de donjons et qui a rendu le succès au jeu. Là, c'est la même chose, mais voilà, pour le labyrinthe. Alors, merci madame, on sait pas qui vous êtes, la folle, mais voilà, grâce à vous, hein, ces livres ont connu un succès encore plus. Ian Livingstone voit le potentiel du labyrinthe et pense déjà à une suite qui voudra encore faire, et puis bien sûr, plus fort, plus d'action. Et ce sera L'épreuve des champions, qui sera également un best-seller. Le titre sortira en 1986 et on retrouvera un labyrinthe encore plus terrible avec des recherches très frustrantes d'objets indispensables pour finir l'aventure. Bref, on retrouve ce qu'on a dans le labyrinthe de la mort, mais en version plus ardue. Mais une question, parce que déjà le labyrinthe de la mort c'est l'épreuve des champions, donc en fait oui, c'est la version du baron refaite, parce qu'il y a quelqu'un qui est sorti du premier, c'est ça, c'est quelque chose comme ça, non? Bah franchement Fred, je crois que nos éditeurs le savent déjà, mais cette trilogie elle sera accomplie au podcast. Mais surtout que les sombres cohortes, je l'ai en version papier, c'est celle qui clôt la trilogie, et d'ailleurs on devait le préparer une fois, j'avais même commencé à faire l'aventure, donc je suis au taquet, hein. Ah, cette trilogie se termine voilà avec les sombres cohortes. Hein. Ce sera la suite directe du deuxième volume, mais on n'y retrouvera pas le labyrinthe infernal, hein, comme dans les deux précédents. On devrait y affronter une horde de gobelins et d'orques, bien sûr, et qui crée nous-mêmes notre propre armée. Fred, je te l'ai dit, hein, les sombres cohortes, ça fait partie de mes petits préférés des défis fantastiques. Hein. Ah bah moi je me souviens que quand j'avais lu, j'avais l'impression de jouer à Warhammer, je devais faire ma petite armée, mes boss et tout. Bon, j'étais pas allé jusqu'au bout, parce qu'on avait changé de ligne éditoriale après, on avait changé de bouquin, mais je me suis dit, ouais, ça a l'air sympa, ça changeait complètement des concepts des autres, hein, ça c'est clair. Puis l'illustration est tue, il y a un orc qui est mis en avant, moi j'adore. La vague orc. Ouais, c'est ça, t'es le fan des orcs, ouais. Et là, franchement, ton barbare, il a qu'à bien se tenir devant eux, hein. Barbare, poète, hein. Poète le barbare. Et franchement, c'est vrai que les sombres cohortes, ça fait complètement Warhammer carrément, quoi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu en allant dans Warhammer, il y a quelque chose d'assez cool qui était dans le magazine Warlock numéro 7 de 85? Ouais, alors pour les puristes, donc dans le Warlock numéro 7 de 85, on trouvera un jeu de rôle qui se voudra la suite directe du labyrinthe de la mort, les chanceux. Donc c'est juste au lendemain de la victoire du héros qui sort du labyrinthe, et en fait le baron Soukouvid, comme on disait c'était lui l'antagoniste, il est en rage d'avoir perdu et il détruit son labyrinthe. Donc le titre ça s'appelait Death Traps on Legs, et donc c'est écrit par Paul Mason et Steve Williams, deux auteurs qui écriront plus tard des livres de héros. Et donc c'est illustré par Simon Ecob, uniquement en anglais bien sûr. Et Warlock, ça commence à être une sacrée mine, parce qu'il y a pas mal de trucs dans les Warlock, il y a des scénarios pour les Space Crusade et tout ça, il y a des aventures en plus, il y a plein de trucs quoi. En fait, Warlock, c'était la version, c'était comme White Dwarf, mais White Dwarf, autant, tu sais, il y avait des petites missions, il y avait des mini-aventures, mais que pour Warhammer et Warhammer 40 000. Mais Warlock, c'était la même chose, mais pour les livres-jeux et les jeux de plateau. Non, mais ça avait l'air sympa, ouais, comme magazine. Ah voilà, Fred, sacrée préparation, je crois qu'on est remis jusqu'aux dents, comme on a dit, on est déjà au milieu du labyrinthe, je crois qu'on a réussi à obtenir un des premiers joyaux. Donc si on parlait un petit peu du synopsis du labyrinthe de la mort, Fred, vas-y, fais-nous chauffer ces petits fours là, qu'on se met bien dans l'ambiance. Oui, bah c'est assez classique somme toute. Donc il y a le mégalomane baron Soukouvid qui s'est amusé à construire un énorme labyrinthe. Il a fait amener les pires créatures du monde entier, il a fait construire des pièges, des épreuves tout au long du parcours, et en fait, la petite carotte, c'est 10 000 pièces d'or qu'attendent le vainqueur, celui qui sortira de ce labyrinthe. Et en fin de compte, chaque année, il y a une grande fête qui se déroule une semaine avant les épreuves. Là, c'est le moment sympa. Il y a tous les héros de l'Empire, des contrées aux alentours viennent pour se mesurer leur force au défi. Donc chaque année, il y a de nouveaux participants. Et donc cette année, on fait partie des 6. Et donc ce qui est sympa, c'est qu'on nous présente un peu les autres concurrents. Donc il y a 2 barbares, une femme elfe, un chevalier, un ninja et nous. Et sachant que donc sur les 6, on est tiré en 5e, où tout le monde part donc 10 minutes les uns derrière les autres. Et moi, ce petit côté-là, c'était sympa. Et donc on apprend que
la foule en liesse où le premier parle et nous on est le 5e, donc on s'engage et on a même la chance d'avoir les pas de ceux qui sont précédés devant nous qui sont visibles. Et donc il y a même une première intersection où tout se passe, on peut déjà commencer à aller à droite et à gauche et là tout est différent, ça y est, c'est plus la même aventure. C'est parti quoi. Allez, c'est parti, on est dans le labyrinthe. Fred, vas-y, suis-moi là, on y va. C'est parti. Je suis armé jusqu'au dents, comme tu dirais, et j'ai réglé mon strabisme divergent, j'ai amené mon huile de coude et puis on est parti. Have you chosen the number of the beast? 6. Ah non, on choisit pas ce paragraphe. Mais il n'existe pas, oui. Mais c'est vrai que le premier paragraphe, au début de l'aventure, commence par le paragraphe 66. Et là, on nous dit un passage à droite ou un passage à gauche. Et il y a une croix qui indique d'aller à l'ouest, donc à gauche. Et vous voyez qu'en fait, il y a trois personnes sur les 4 aventuriers qui vous ont précédé. Il y en a 3 qui sont partis à gauche et un qui est parti à droite. Et donc, déjà, dilemme. Est-ce qu'on est un mouton ou pas? Dilemme, ouais. Ouais, dilemme complètement. Alors Fred, il y a un truc important à savoir, qu'il faut absolument aller bien sûr à l'est, à droite, parce que là, il y a une corde à choper dans une salle, qu'il faut bien sûr pas rentrer immédiatement dedans, sinon on se casse la gueule dans un puits. Moi je suis parti à gauche, donc là tu m'apprends quelque chose en fait. Ouais, la corde, il te la faut, enfin je sais pas s'il te la faut nécessairement, mais pour grimper en haut de l'idole, pour récupérer la... Alors, le but bien sûr, alors pour tous ceux qui connaissent pas le labyrinthe de la mort, c'est une aventure très très difficile, hein. Ian Livingstone qui est connu bien sûr pour The One Way, ce qui veut dire le seul chemin. En gros, il faut des objets très spécifiques pour compléter l'aventure. Ouais, mais je te coupe parce que... Ouais, pardon, excuse-moi. Parce que moi, l'idole, j'ai grimpé dessus, j'avais pas de corde, hein, donc c'est pas si... Ah, bien joué. Alors, la corde, je savais pas, mais bien sûr, il y a plein de... Ce qui est important, c'est The One Way, on dit ça parce qu'il faut 3 pierres précieuses, et il y a un parcours très spécifique. La première, elle est très difficile à rater, hein, parce qu'elle est là en face de nous. Mais voilà, il faut 3 pierres précieuses, et bien sûr, dans le labyrinthe, il y a plein de petites pierres précieuses assez importantes. Et donc voilà, ouais, la corde, c'est comment dire, un outil qui améliore bien sûr les actions. Et ce qui est intéressant dans son écriture à Livingstone, hein, dans son gameplay pour ce jeu, c'est que Fred, il y a comme des bonus en fait de savoir et d'items à travers l'aventure qu'on va rencontrer. Sachant que oui, donc bon, votre aventurier, c'est comme les règles, c'est comme d'habitude, mais c'est juste qu'au début, vous pouvez choisir une potion. Il y en a une qui était sympa, c'est la potion de fortune qui restaure votre chance, et en plus qui vous donne plus 100 caractéristiques. Et donc moi, j'avais fait des super GD, j'avais un perso à 12, 16, 12. Tu vois, donc j'étais pareil, quoi. Donc c'était intéressant. Et j'aime bien parce que c'est cool que tu dis ça, parce qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le savoir pour améliorer la possibilité des combats. Bien sûr, la jeune fille qui nous parle à travers le pluie de visage dans la lumière bleue, elle nous dit quelque chose qui nous permet de passer une épreuve du labyrinthe qui est très difficile. Il y a bien sûr le livre en cuir rouge qui nous permet de savoir comment battre la manticore. Et le dernier aussi, c'est le squelette guerrier mort dans son trône. Voilà, il tient un parchemin. Et en lisant le parchemin, bah voilà, on sait comment combattre le Blood Beast. Exact, ouais. Donc ouais, on a pas mal d'infos, des objets qui nous aident. Et c'est vrai que surtout, bon, l'histoire des pierres précieuses, on le sait pas au départ, mais on l'apprend au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'en fait, il y en a partout, donc on est tenté de tout vouloir les récupérer. Eh ben ouais, justement, c'est intéressant au début. Hein, donc Fred, si on parlait justement de nos moments forts, qu'est-ce qu'on a vraiment apprécié dans le labyrinthe de l'aventure, si on est allé en crescendo, hein, justement du début vers la fin. Alors comme tu disais, ce premier passage, moi je trouve vraiment intéressant, où il y a les traces de pas hein, qui sont un petit peu mouillées, comme s'ils avaient passé une épreuve spécifique. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des traces de pas qui vont à gauche et puis qu'une seule qui va à droite. Toi t'es allé à gauche, donc parce qu'il y a quand même 5 autres aventuriers. En fait, nous on est les 5e sur les 6. Mais il y en a donc un ninja, un chevalier, 2 frères barbares que j'appelle les Barbarians, hein, comme ce fameux film série B, et puis bien sûr une elfe, voilà, qui fait partie du lot d'aventuriers avec le foulard violet. Et ça veut dire qu'on sait déjà qu'est-ce qui se passe, où ils sont. Fred, dans cette première section du labyrinthe, qu'est-ce que t'as trouvé, toi? Il y a un moment que t'as marqué un peu plus que d'autres? Bah oui, moi j'ai suivi la croix et puis en fait tu tombes rapidement sur un combat. Moi en fait ce qui m'a marqué tout de suite, c'est que le labyrinthe avait de labyrinthe que le nom, parce qu'en fin de compte
j'ai trouvé que t'étais plutôt incité à aller régulièrement vers le nord, parce qu'il y a même des fois, il dit, il y a des embranchements, mais tu tournes pas, tu continues. Donc, je me suis dit, tiens, en fait, c'est un labyrinthe, mais je suis plutôt guidé. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est, ce qu'il va falloir faire dans ce titre, dans ce livre, c'est plutôt mesurer sa prise de risque. En fait, on avance, on a souvent des portes, on dit vous ouvrez pas. Ah, à l'intérieur, il y a ci, vous faites ça. Et en fait, j'ai l'impression que assez rapidement, je me suis rendu compte que ce bouquin, ça serait ça, c'est savoir est-ce que cette fois-ci je prends le risque et est-ce que je pousse le truc ou je le fais pas. Ce que j'aime bien aussi, c'est contrairement donc au Sorcier de la Montagne de Feu, où des fois ouvrir les portes, c'est pas trop avantageux, c'est un peu tu gagnes ou tu perds, un peu comme un jackpot, en fait, c'est une machine à casino. Moi, je sais que là-dessus, c'est à débattre, hein, mais ce que j'aime bien ici, quand même, dans Death Trap Dungeon, hein, Labyrinthe, c'est que chaque porte que tu ouvres, c'est comme un mini-jeu. C'est comme une petite épreuve voilà, qui te permet d'avoir un nouvel item, quelque chose, et quand c'est ta première lecture, c'est assez chouette, parce que voilà, est-ce que tu vas expérimenter, est-ce que c'est quelque chose que tu veux, et Ian Livingstone, il fait quelque chose de cool, Ian, c'est qu'il nous propose toujours de rebrousser chemin qu'on n'est pas sûr, quoi, il nous donne toujours ces possibilités, sans vraiment trop insister, et voilà, est-ce que tu veux te lancer dans cette épreuve terrible qui a l'air d'être en face de toi, attraper le joyau dans le crâne, ce barbare qui est empalé sur un piège, enfin bref, voilà, il y a plein de choses. Cet elfe qui se fait entrelacer par un serpent, enfin entrelacé qui se fait étrangler sauvagement par un serpent. Est-ce que tu veux aider ou est-ce que tu veux juste reculer et te barrer? Moi, ce que j'ai l'impression, oui, c'est qu'en fait, donc la première salle importante, on va dire, c'est la salle de l'idole, ou une espèce de statue de Bouddha où il y a un joli dessin et entouré par deux guerriers, deux gardiens en forme de flamant rose, un peu, on dirait. Donc, moi, je dirais que c'est les bêtes de Joust. Ah oui, exact, ouais, un peu. Et donc ça, c'est la première salle importante. Et donc moi, j'ai l'impression que là, en arrivant ici, en fait, c'était un long couloir tout droit avec des bifurcations. J'ai eu un combat, 2 pièges, et puis je suis allé tout droit, je suis tombé sur cette salle-là. Et donc là, oui, j'avais pas la corde, j'ai réussi à monter. Et bon, là j'ai compris où j'étais, parce qu'en fait j'ai eu ma première mort, où sachant que j'ai piqué une émeraude qui était la bonne, et j'ai voulu piquer la deuxième, et là je suis mort avec l'acide qui s'était répandu, quoi. Donc là j'ai fait bon, ok. Trop gourmand, Fred. Un classique. Ouais, oui, classique. Mais je me suis dit, oui, bah, mais en fait je suis rentré dans la tête de Livingstone en faisant ça, et j'ai compris que c'était, oui, voilà, des fois il faudra prendre des risques, des fois il faudra pas prendre des risques. Voilà, donc. Et c'est vrai que cette scène-là, elle est assez marquante, mais moi, je trouve vraiment ce qui fait, moi, l'âme, je trouve, de ce labyrinthe, c'est les dessins. C'est pas les descriptions, les descriptions, elles sont assez sommaires, je trouve même que les paragraphes sont très courts, mais par contre, les dessins, je les trouve vraiment bien, quoi. Ouais, c'est vraiment, franchement, ce qu'a fait le boulot de Ian McCraig, hein, c'est assez impressionnant, quoi. C'est épatant. Les illustrations sont vraiment bluffantes, hein. Je les aime beaucoup, hein. Franchement, c'est des choses que j'hésiterais pas à encadrer dans mon bureau, quoi. Moi, il y a un moment, si on continue à parler des moments forts, il y a un moment que j'aime bien, qui me fait toujours marrer, hein, parce que de toute façon, je m'y rends toujours, c'est un item très très utile, via le parcours que j'aime bien faire dans le labyrinthe de la mort. C'est juste après cette salle, en fait, du grand Bouddha qui est assis avec les fameux flamants roses de Joust à côté de lui. C'est une petite salle à gauche, je crois que c'est plus à gauche ou à droite, mais tu rentres, et là il y a un servant du baron qui te dit, tu sais, qui te demande justement qu'est-ce que t'as à dire. Est-ce que en gros tu dis le baron c'est le meilleur, ou est-ce que le baron il pue, et puis il te dit si t'as un pleutre, moi j'ai dit le baron il est trop bien, il faut t'as une espèce de pleutre, tu vois. Ah, décidément t'es tombé dans tous les pièges toi à ta première lecture. Ah, c'est sympa, ça, à expérimenter, ouais. Bien sûr, voilà, de dire le baron, vas-y, suck it, quoi, go fuck yourself. Et bien sûr, on est récompensé avec une bague qui nous exauce un seul vœu, qui peut être utilisé justement pour essayer de se faufiler à travers les triglyodites un peu plus tard dans l'aventure, hein. Et troglodytes, ouais, donc bien sûr, avec cette superbe illustration d'Ian. Ouais, c'est un moment assez cool qui est suivi juste à côté, Fred, par une salle. Est-ce que t'as rencontré la géante mouche? Oui, parce qu'en fait, on rentre et là, on a tiré par une espèce de poignard. Il y a encore un dessin, là. Bon, le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il y a des grouilles d'asticots autour. Lui, bon, en fin de compte, on dit c'est que des asticots, c'est pas... Donc, on récupère le beau poignard, et puis quand on veut sortir de la salle, là, il y a En fait, les larves, elles étaient déjà assez grandes, et en fait, on a la responsable des larves, qui est une espèce de mouche géante, et c'est vrai que, donc, avec des bonnes caractéristiques, hein, c'est le meilleur ennemi qu'on rencontre. Non, il y a les oiseaux étaient plus forts, mais oui, une mouche géante qui nous attaque. Enfin, les plus forts des plus forts, ça reste le Manticore et le Blood Beast, hein. Mais bon, si on les compte pas, oui. Oui, bah, en fait, bon, moi, au début, j'ai trouvé ça assez classique, couloir, porte, j'ouvre pas la porte, je l'ouvre, il y a ça dedans, je fais pas. Bon, j'ai compris quand même, fallait plutôt tester de faire les choses, parce que même s'il y a des pièges, bon, ils sont pas tous mortels, bon, ça c'était au début. Mais, ouais, donc, moi, je retiens ça au départ,
Et qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je suis tombé dans pas mal de pièges, parce que par exemple, à un moment, assez rapidement, on tombe sur des vers de roc dans une galerie. On creuse une galerie, on te propose de te faufiler dans la galerie. Et en fait, là, t'avais tué le mâle, il y a la femelle qui arrive, et comme toi, t'es complètement engoncé, tu te fais bouffer, quoi. Donc, c'est des petits pièges comme ça, et c'est vrai qu'on récupère pas mal d'objets. Et là, déjà, tu commences déjà, moi, assez rapidement, j'étais un sac à dos rempli d'objets, j'ai envie de dire. Entre l'œil d'émeraude, le poignard, après encore un truc. À la fin, tu dis que ton mec, comment il avance, en fin de compte, quoi. Bon, ouais, il y a pas mal. Ouais. Il y a eu des règles un peu plus tard là-dessus sur le nombre d'objets que tu pouvais transporter. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais, non mais c'est assez intéressant quoi. Alors ce que j'aime bien moi, c'est un petit passage dans le labyrinthe. C'est une fois qu'on passe cette salle de la mouche, on arrive donc à un couloir qui se termine, qui va donc que à gauche ou à droite, est ou ouest. Et si on va vers l'ouest, on se fait d'abord attaquer par un énorme insecte, un sort de 1000 pattes qui creuse, qui était en train de creuser, qui sort du mur du labyrinthe de la mort. C'est ça, le ver des rocs, quoi, c'est ça. Ouais, le ver des rocs, ouais. C'est marrant parce que voilà, comme elle dit, on peut aller dans le tunnel. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on rencontre le mâle ou la femelle, l'accompagnateur du ver, qui nous bouffe aussi, quoi. Le truc bien dégueulasse. Mais bon, ce que j'aime bien, en fait, c'est pas ce moment-là. C'est après ce moment-là qu'on arrive au bout du couloir, on arrive devant le miroir qui tue, le miroir qui t'étire, qui t'allonge et qui, comme, t'absorbe dans une autre dimension. D'ailleurs, qui est miroir dimensionnel, qui est un ennemi qu'on peut rencontrer un peu plus tard dans le labyrinthe. Est-ce que t'as rencontré cet ennemi-là, Fred? Non, moi j'ai vu le miroir et ma tête a éclaté. Donc bien dégueulasse, quoi, comme un bon film de Wes Craven à l'époque. Ouais. Mais c'est vraiment sympa, ça. Donc bien sûr, il faut aller vers l'est. Et là, il y a une rencontre assez cool, Fred. Alors, je regarde un petit peu parce qu'on a tous les deux dessiné le plan. Est-ce que t'as rencontré le vieil homme avec son jardin de statues? Ah oui, qui nous pose une petite question. Je suis mort aussi là. Tu vois, là, j'ai commencé à faire. Je suis mort de l'acide de l'émeraude. Après là, le ver des rocs, je suis allé dans le truc, je me suis mort. Je tombe sur le miroir, je meurs. Et juste après, il y a le mec avec son énigme et je suis mort aussi, quoi. Je fais bon, voilà, j'ai 4 morts d'affilée, c'est pas mal. oui. C'est intéressant. Ouais. Et tout ça s'enchaîne, hein. C'est juste les uns derrière les autres, quoi. Ouais. Ah ouais. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que, il nous pose une devinette. Alors, quel est le poids d'un homme, s'il pèse 100 kilos plus la moitié de son poids. Mais ce qui est intéressant dans cette salle, en fait, c'est que, il y a donc 5 autres aventuriers dans ce labyrinthe. Il y a déjà qui est mort, ouais, c'est un barbare, ouais. Non, le chevalier là-dedans, le chevalier qui est gelé. Pardon. Enfin, qui est gelé, qui est transformé en pierre, ouais. Donc c'est comme un vieil homme qui a le pouvoir de Médusa, quoi, de faire son jardin de statues. C'est intéressant parce que là, c'est le deuxième personnage qu'on trouve à travers le labyrinthe qui est décédé. Fred, toi, t'as dû rater le premier, qui est donc l'un des premiers barbares qui s'est trouvé empalé sur un piège. On avait un peu parlé un peu plus tôt. Donc c'est une salle, en fait, où il y a un gobelet avec un liquide au fond de la salle qui est posé sur un petit trône. Et tu vois qu'il y a plein de bordel par terre. Il y a donc un piège qui s'est soulevé, une planche, hein. Tu sais qu'avec cette scène-là, donc il y a un dessin qui représente la scène, tu sais qu'il y a un truc qui est marrant avec ce dessin-là. Ouais, dis-moi. C'est la version française, ils l'ont mis 2 fois. Le dessin? Oui, ils l'ont mis dans celle que j'ai, en tout cas en PDF, là, ils l'ont mis 2 fois le dessin, et une fois ils l'ont mis dans un dessin qui correspond pas à la scène. Donc ça, le PDF maudit. C'est un coup qu'ils nous avaient jamais fait, mais je pense que c'est une copie de la version anglaise, la vraie édition. Ouais, je crois que c'est une erreur du PDF, ouais, je crois. Non, je pense pas, je pense que non, c'est... Tu crois pas? Ah non, je pense que c'est sorti comme ça, hein. Merde, moi je l'ai pas, ma première édition, là sous le nez, mais Fred, devant moi j'ai ma 2e, 3e, 4e et 5e édition. Non, mais c'est la première qu'ils ont fait la connerie. Fuck, je me suis dit ce soir, j'aurais pas besoin de ma première édition devant moi, quoi. Mais bon, tu sais que Étienne pourra nous confirmer cela. Moi en tout cas j'ai eu 2 fois ce dessin là, et en fait quand il a apparu au début je disais mais ça représente pas la scène, et après moi j'aime bien, quand j'ai fait un livre de retour à la fin j'aime bien refaire tous les dessins pour voir ce que j'ai loupé, et j'ai vu que le dessin était fait 2 fois, quoi. Je fais putain que les mecs ils sont vraiment... Ah bah mince. Je crois pas, je vérifierai quand même, on regardera quand même, mais ouais, c'est assez intéressant ça. Donc voilà, c'est déjà le barbare, bien sûr, qui est empalé même à travers le sgeg, quoi, à travers les fesses, enfin la mort horrible. Mon Dieu. Donc c'est marrant de retrouver en fait la mort des personnages qui sont entrés dans le labyrinthe. Après ça, Fred, donc a une rencontre très importante, c'est le fameux guerrier squelette qui est décédé dans son fauteuil, qui tient un parchemin, qui est absolument important pour simplifier les combats de fin. Surtout si vous avez roulé de la merde dans votre puissance d'attaque, quoi. Oui, c'est ça, il nous prévient sur un manticore en faisant un petit vers, qui est le suivant: si vous rencontrez la manticore, de sa queue méfiez-vous, des piquants protégez votre corps, car il vole vers vous. Donc voilà, c'est un petit parchemin qui nous aide contre la manticore, ouais.
Ouais, j'aime bien. Ian nous fait ça plusieurs fois dans le labyrinthe Fred. Il nous pose des objets sur une table et voilà, est-ce que tu hésites, est-ce que tu le prends? Et puis souvent, c'est bénéfacteur, hein, parce que au début, il y a des boîtes, en fait, il y a 6 boîtes avec chacun son nom et si tu l'ouvres, c'est un petit mot avec de la thune. Et là, plus tard, tiens, je peux sauter là-dessus sur les 2 livres qui sont vraiment intéressants, là, sur une table que tu rencontres une fois que tu es accompagné par Trom. Trom qui est donc le 2e barbare, voilà, qui est, le pauvre, quoi, il a plus de frères. En plus, c'est un barbare avec un eye patch, quoi, le Metal ça me fait penser à Solid Snake version barbare, quoi, avec son moulette. Et ouais, ces 2 livres, je les trouve vraiment intéressants parce que le livre rouge, voilà, qui permet justement d'apprendre le secret du Blood Beast. Donc bien sûr, c'est de savoir qu'il y a qu'un seul œil qui est son point faible, tous les autres sont lui font absolument pas mal du tout. Et aussi de savoir échapper à sa fameuse langue caméléon et bien sûr de savoir que le bassin est rempli d'acide qui est soporifique, enfin qui endort, qui embrouille l'esprit, quoi. Donc savoir que c'est un sacré piège qui nous attend à l'avance. Oui, sacré vermine, sacré bestiole. Et oui, je voulais juste revenir parce qu'il y a un autre vers, il y a un dessin qui est assez impressionnant, c'est la lumière bleue avec les visages qui se marrent. Et c'est vrai qu'ils nous préviennent aussi, mais moi cette scène-là, je l'ai pas rencontrée, c'est assez énigmatique ce qu'ils disent. Ils disent en un couloir où l'eau viendra couler, garde-toi bien de reculer, retiens ton souffle et va au fond. L'épreuve dépend du plongeon. Et moi, à aucun moment j'ai eu ce genre de piège. Fred, il y a une section qui est importante, hein. Alors c'est plus tard, une fois qu'on passe en fait les épreuves d'intellect et de force d'un nain, on arrive en fait à une section du labyrinthe où voilà, on nous propose d'aller au nord et à l'est. À savoir qu'au nord, il y a un passage, hein, c'est là où on peut rencontrer piège à bambou, il y a pas mal de choses, il y a aussi un slime. Il y a une slime corrosif à travers un couloir. Mais si on va vers l'ouest, on rencontre encore 2 autres chemins. Donc il y a un chemin tout au fond qui nous permet d'arriver vers un chasme, ou comment dire, un trou où il y a un casque qui est dans une salle. Mais si on tourne tout de suite au nord, donc si on dessine le plan, c'est un peu le chemin du milieu, qu'on arrive dans la dernière partie du labyrinthe. Bah en fait, on arrive justement à un passage où il y a de l'eau, et c'est là où il faut pas reculer, il faut plonger sous l'eau. C'est un peu comme l'aventure du Poséidon, hein, où on nage en dessous une certaine section du labyrinthe pour apparaître dans une nouvelle section. C'est très Tomb Raider. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une inspiration pour Livingstone, quoi. Sûrement que c'est soutenu de ça, ouais, c'est possible. Hein. Ouais, enfin c'est marrant, quoi, c'est ce petit moment-là. Et Fred, donc toi, si t'as pas pris ce passage-là, t'as pas rencontré justement donc un autre personnage du labyrinthe, un autre PNJ qui est l'elfe, qui je disais comme plutôt qui est entouré par un énorme boa constrictor ou un python ou un énorme serpent. La pauvre, quoi, elle se fait complètement comment dire, c'est quoi le mot que tu te fais étouffer, ouais. J'ai cherché un truc bien plus dégueulasse comme expression, mais bon, comme mot, mais bon. Et voilà, et donc on peut choisir de l'aider. Si on vient l'aider, c'est un peu trop tard, bien sûr, elle va mourir, elle est déjà plus de force, bout de souffle, mais elle nous laisse un item magique et des choses bien intéressantes, hein. Donc elle nous laisse un charme d'un singe en os. Oui. Donc un item qui est assez intéressant aussi. Donc ouais, c'est assez cool, quoi. Donc hélas, pauvre personnage, mais voilà à quoi ça sert ce trou. Alors tu me disais plutôt, t'as rencontré les têtes qui rigolaient avec la jeune fille qui nous parle une fois qu'on traverse, mais tu me parlais en fait que t'as pas rencontré le passage où il y avait la devinette. Oui, ou le petit aide qui donnait servir à rien entre guillemets, quoi. Et Fred, alors on avance dans le labyrinthe. Alors moi je voudrais parler d'un passage qui est intéressant parce que juste il y a une particularité dans ce jeu-là, c'est qu'on a une espèce de compagnon donc qui est le barbare Trom. Et donc, est-ce qu'on a le choix de le suivre ou pas? On peut même le combattre. Mais moi, j'ai fait le choix de le suivre. Mais qu'est-ce qui se passe quand on le suit pas? Tu sais, toi, par exemple? Ah, tu sais quoi? J'ai jamais le suivre, quoi. Ah, tiens. Bon, peut-être que en fait, c'est obligatoire, sûrement. Oh, je sais pas, faudrait voir, ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa de le suivre parce que bien sûr, c'est bien triste qui arrive dans comment dire? Oh, tu veux qu'on parle de l'épreuve justement du nain? Ces fameuses épreuves d'enfoirés, là? Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, donc on arrive dans une pièce, bien sûr, où il y a aucune sortie, parce que c'est des cachés par des dalles ou des pièges d'activation. Très donjon classique, hein, de toucher la bonne brique. Et le dwarf, justement, le nain, il nous dit, voilà, il faut suivre, donc tu t'es avec Trom et Tom de Savoie? Non, c'est Trom, t'es avec Trom. Throm, moi, dans la version anglaise, c'est Throm. Throm. En fait, ça sonne comme Conan le barbare, comme Chrome, leur dieu. Par Chrome. Ouais, sûrement. Par Chrome.
Ouais, je vais l'appeler Chrome dorénavant, moi. C'est badass. Et donc, tu rentres à l'intérieur, tu peux choisir d'aller en premier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que cet enfoiré de nain, il nous fait une première épreuve qui est une sorte de jeu de cartes où, voilà, il faut rouler les dés. Et après, il faut parier. Est-ce que le prochain jet sera plus haut, pareil, ou en dessous? Bien sûr, il nous arrive de la merde, hein. Il nous maudit avec une potion qu'on doit boire qui nous fait perdre des points de, je sais plus si c'était santé ou endurance. T'as le choix, en fait, t'as 2 pilules, ah ouais. Deux, T'as le choix du malheur, quoi. Et puis après, ça nous amène donc à la deuxième épreuve qui est d'attraper un cobra à main vif, hein. Donc là, ça me fait marrer parce que si on réussit l'épreuve, on se la pète un petit peu, quoi. J'aime bien comment Livingston nous écrit ça. Oui, il brandit le cobra devant le nain qui garde son calme. Ouais, qui est peu étonné, quoi. Comme quoi, il en avait toutes les couleurs. Et puis après, la troisième épreuve, son foire, il nous offre un repas parce que, bah voilà, on doit s'attaquer justement à Chrome. On doit le tuer parce qu'il a été mordu par le serpent, il est devenu berserk. Non, il y a une autre épreuve avant. Il te lance des papiers avec des anagrammes. Il te dit, merde, je l'ai oublié, cette épreuve de merde. Choisis, en gros, en gros, c'est des monstres, bah, choisis le monstre que tu veux. Ouais, c'est des anagrammes, voilà, il faut trouver. Alors, le 1, c'était un scorpion et l'autre, c'est un minotaure, c'est ça? Ouais, hein, c'est ça, ouais. Alors je dis épreuve de merde parce que franchement, oh là là, ce que j'aime pas en fait, c'est que il te donne un combat et après il te fait combattre ton pote, quoi. Ouais, de toute façon, moi je m'en doutais qu'à un moment d'autre, il faudrait le battre, mais bon, lui en fait il a pas réussi le cobra, il s'est fait mordre, mais il est pas mort, et donc il dit bon bah il est pas mort, donc du coup vous allez vous entretuer. Bon, allez, sachant qu'il a des super caractéristiques, Trump, c'est même au port de la mort, il a 10-12, quoi, donc c'est le plus grand ennemi du jeu pour l'instant en arrivant à ce stade-là que j'ai rencontré moi. Sachant qu'avec lui, on s'est battu contre des trolls des cavernes à un moment là, quand il avait 10-11, bah lui il a 10-12 à l'article de la mort, quoi. Et il nous aide, hein. Franchement. Donc ouais, je trouve ça vraiment intéressant le système d'anagramme, hein, parce que voilà, on peut choisir quel est l'ennemi auquel on veut s'attaquer. Mais ouais, mais franchement, ce fucking nain, quoi. Oh là là, quel enfoiré. Avant cela, Fred, je voulais reculer un petit peu parce qu'on arrive donc à un carrefour, il y a des gobelins, il faut s'attaquer contre eux, donc on peut bien sûr le chemin apprendre le one way parce qu'il faut récupérer un saphir qui se trouve au fond d'une bouche d'égout. Bien sûr, il faut pas aller plus loin pour tomber dans le vide. Mais si vous ratez ce chemin, tu veux que je te parle un petit peu de ce qui se passe si tu vas vers l'ouest? Moi, je suis tombé dessus sur eux en allant vers l'ouest, donc c'est ouais bon après. Enfin, c'est au nord normalement, ça. C'est vers le nord. Tu vas vers, c'est là où tu récupères la clé de fer aussi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, avec le saphir, et puis le fameux prisonnier. Avant ça, il y a la fameuse salle où on disait le prisonnier qui s'est fait couper la main, qui ressemble à l'un de nos écrivains. Mais bon, on en parlera un peu plus tard de ça. Mais le prisonnier qu'on peut libérer, qui peut nous aider aussi, à nous donner des solutions, des indices, quoi. Avec le fameux dessin, ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on va dans l'autre chemin? On rentre dans une salle où en fait il y a un crâne un peu à la Indiana Jones. Il y a un crâne au-dessus, il y a une superbe illustration de Diane là où on voit un pylône qui tient un crâne avec un joyau à l'intérieur. Bien sûr, il faut collectionner les joyaux, hein. Et il y a tout un système de pièges, et donc on peut choisir de ramper pour attraper le joyau, faire plein d'épreuves de chance. J'ai jamais autant utilisé la chance dans un livre dans Vous êtes le héros que celui-ci, Fred. Oui, bon après, pour être franc, moi je les fais plus trop les tests. Au bout d'un moment. Hein. Mais et donc ce qui est intéressant après cela, voilà, c'est qu'on continue et là on tombe justement dans une salle où il y a plein de miroirs et là il y a un démon d'une autre dimension, la dimension des miroirs, et donc c'est un démon qui se morphe, qui se transforme. Ah, le fameux dessin de la gonzesse avec 8 bras ou je sais pas quoi là. Ouais, le truc. En fait, c'est The Thing, quoi. C'est vraiment The Thing. D'accord. J'aime bien cette illustration. Alors, ce qui est con, si tu vois, c'est un super passage. Voilà, on s'attaque au démon Mirror Demon, au démon du miroir. Et après cela, il y a un chemin où il y a une superbe illustration encore de 2 chemins montants, 2 escaliers. Ah oui, avec les crânes de rats, là. Ouais, le sacré tas de crânes de rats. Bien sûr, on se fait becter par les rats si on prend celui de droite. Là, il faut prendre gauche. Là, j'ai bien fait, tu vois, de pas suivre ce que je fais d'habitude, d'aller à gauche. Et mais voilà, tu vois, on rate quand même une rencontre, et puis il y a 3 illustrations au total qui sont vraiment superbes si on choisit en fait de ne pas suivre The One Way. Donc c'est comme si Ian Livingstone nous récompense de ne pas réussir l'aventure, tu vois ce que je veux dire? Il nous offre quand même un sacré passage, quoi. Mais c'est pas lui déjà qui avait fait, pour ouvrir une pierre, il fallait 3 bâtons, là, ou je sais pas quoi, là, dans quelle aventure il avait fait ça, là? C'est pas dans le voleur. Oh merde, c'était... Ah non, je confonds, c'est dans... Non, ça c'est Dragon d'Or. Oui, Dragon d'Or. Dragon d'Or. Mais en fait, c'est la même émotion, tu veux dire quoi? C'est cette pseudo-frustration, mais en fait, d'avoir quand même accompli une sacrée aventure.
Oui, non, mais oui, mais c'est moi, oui, moi j'avais un peu peur parce que je savais que c'était Ian Livingstone qui faisait le truc. Je me dis, putain, ça va être One Way. Bah, mais là, j'ai pas été. Bon, moi, pour être franc, j'ai fait une aventure une fois et il manquait une pierre. Donc, oui, c'est sûr que c'est un peu frustrant. Mais j'ai pas eu je trouve que c'est pas été le pire de la frustration, pour une fois. Je veux dire que même, même tu fais pas The One Way, t'as pas l'impression de tourner en rond pour rien, quoi. Tu vis des trucs, quoi. C'est vrai, ouais. Bah là, comme on disait, donc on continue, il y a l'elfe, hein, après il y a aussi un coffre piégé qui a absolument que dalle dedans, la grosse frustration, avec une superbe illustration de coffre à moitié miteux. Après il y a le passage des troglodytes, où là t'es fucked si tu n'as pas la clé, Fred. Ah mais j'ai pas eu besoin de la clé, moi. Ah, dis-moi comment t'as fait alors. Bah, je les ai pas trouvés sur les troglodytes, moi. On a t'as trouvé où la clé? Bah, la clé, j'ai trouvé mon endroit, mais moi, j'ai pas eu à m'en servir, parce que pareil, j'avais une clé en fer. Ouais, t'es pas passé par les troglodytes, oui, c'est possible, ça, dans l'aventure, parce que les troglodytes, en fait, il y a 4 passages au total, et dans l'un des passages, c'est les troglodytes. Donc, et les autres, c'est le léprechaun. Enfin, les léprechauns. Il y a la méduse qui est dans une cage. Et puis, comme je disais, le slime corrosif dans un autre chemin. Donc, c'est ça, moi, je suis passé par le slime en achetant les échasses, là. Ouais. Fred, est-ce que tu veux que je te cause du vieux fou avec son panier? Vas-y. Ah oui, je crois qu'il y a une illustration en plus. Ouais, il y a un mec qui te propose bizarrement assez louche de monter dans son panier. Bien sûr, tu montes dedans, ça te rehausse dans une nouvelle partie de donjon qui se marre bien sûr quand t'atteins presque l'étage. Et là, dans une salle, il y a une femelle troll, je crois, ou gobelin qui s'appelle Poison Ivy, qui est prête à te défoncer, quoi, ou plutôt comme la Gremlins femelle, juste à passer un bon moment avec toi. Et tu peux lui offrir quelque chose ou tu peux causer avec elle pour histoire de pas de subir des conséquences. Et il faut causer avec elle. Ah oui, donc tu peux avoir genre des colliers en dents d'orque, tu peux récupérer ça soit dans un combat, non? Ah ouais, sur un des cadavres. Mais là en fait c'est juste que c'est une nana, voilà, orque, troll, et tu causes avec elle. Tu causes avec Poison Ivy et ce qui est cool c'est ce que je disais en fait, c'est tu causes avec elle et voilà en fait elle te parle de son amant, elle parle de sa vie et tu peux en profiter pour l'assommer justement et voilà pour fouiller un peu ses décombres. Et là bien sûr encore un item important pour éviter les problèmes dans le donjon, c'est que tu trouves un os et juste après que tu trouves cet os et que tu sors de la pièce, il y a des chiens qui sont prêts à te bouffer. Qu'est-ce que tu fais avec l'os, Fred? Je le garde de part devers moi. Non, tu le jettes aux chiens affamés. Oui, bien sûr que je jette aux chiens affamés. Bah moi j'ai eu Poison Ivy là-dessus. Toi t'as eu quoi, Fred? Dis-moi en suivant ton plan qui, je me trompe pas, toi c'est plus vers l'est. Moi ce que je voudrais savoir c'est est-ce que le nain t'a essayé de le tabasser après qu'il était obligé à te tuer, à te combattre contre Trom? Alors pour m'amuser, oui. On peut faire un combat en fait, le mec s'y attend et puis on peut se battre contre lui, ouais, mais c'était marrant parce que je pensais que moi on pouvait se faire un petit plaisir, un petit kiff perso là, du foutre une petite calbotte. En fait non, l'auteur fait non, il s'y attendait et en plus tu dois te combattre contre lui et il a des bonnes caractéristiques. Donc ouais, ça j'ai trouvé ça marrant, ouais, ça pas ce côté-là. Et donc ouais, après oui, donc moi je suis il y a plusieurs salles je crois. Et moi en fait j'ai voulu ouvrir une porte et là il y a une espèce de poing qui est sorti de la porte et qui m'a attaqué et donc j'ai dû me battre contre une porte avec un mec à l'intérieur. Il y a un dessin qui est représenté avec une espèce de poing qui sort, donc c'était assez intéressant, un ennemi un peu qui sort de l'ordinaire. Et moi très vite après je suis tombé sur la salle avec qui nous intéresse, de la couverture et tout ça quoi. C'est pour ça que tout ce cheminement je l'ai pas vu, ouais. Et c'est marrant parce qu'en faisant mon dessin j'ai dit tiens on m'a pas proposé beaucoup d'embranchements, j'ai toujours pris les mêmes. En fin de compte, et t'as eu le slime, non? T'as pas eu le slime corrosif, ouais? Ouais, je me suis acheté des échasses. C'est une des dernières actions que j'ai fait, en fait. En fait, moi, je suis tombé sur des lutins, là, tu les assommes. Des lutins, tu les assommes. Bon, voilà. Si tu veux, moi, je peux te parler aussi, comme t'as pas dû rencontrer, c'est les gobelins qui se font un combat de boxe. Ouais, non, ça j'ai pas vu, donc... Ouais, qui a une super illustration aussi, vraiment chouette, quoi. Bah ouais, si on continue, bien sûr, il y a le Blood Beast. Alors, bien sûr, les 2 épreuves finales, le mini-boss suivi du boss, hein. Donc, bien sûr, si on a lu le livre en cuir rouge et qu'on ait lu le parchemin du squelette, bien sûr, qui s'active pour nous attaquer juste après, voilà, franchement, ça nous simplifie ces épreuves grandement, hein. Ouais, c'est des bonnes infos qu'il faut mieux avoir, je pense. J'ai pas fait les combats du coup sans ces infos-là. Je pense que c'est beaucoup plus difficile, même d'avoir des morts directes, non? Non, c'est ça qui est sympa en fait. Ian Livingstone nous donne quand même la possibilité. Alors, le Pit Fiend, hein, le Blood Beast, je veux dire, la première chose de Blood Beast, bien sûr, il faut faire gaffe qu'on contourne le lac. Bien sûr, on peut crever facilement si on rate des jets de chance, mais voilà, Ian nous donne la possibilité quand même de réussir l'épreuve. Mais voilà, c'est en mode hard, quoi.
mais c'est cool qu'ils nous laissent justement essayer. Mais après, bon, voilà, une fois que t'as battu les 2 boss, déjà que t'aies pas eu la soluce pour le Blood Beast, et puis après que tu te fasses que tu fais un combat de ouf contre la Manticore avec sa fameuse queue de scorpion, et c'est là où Ian te dit, est-ce que t'as les 3 bonnes pierres? Et puis, attention mec, faut les mettre dans un certain ordre, sinon tu te fais défoncer. Ouais, en plus, je sais pas si tu te fais défoncer au fur et à mesure ou s'il y a des trucs qui te mènent directement vers la mort, parce que moi j'ai réussi à trouver la bonne combinaison au bout du 2e tentative, donc... Très bien. En fait, il te fait jouer à Mastermind, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'était pas trop compliqué. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin? On a encore une super illustration de Ian McCraig, de cette porte de fin avec un autre Trial Master, comme ils les appellent, les dirigeants d'épreuve. Il y avait le nain, là il y en a un autre, et qui nous dit justement, là il faut que tu trouves déjà 3 pierres précieuses qui sont très importantes. Alors qu'est-ce que c'est ces pierres qu'il faut? Bien sûr, la toute première c'est l'émeraude qu'on trouve, qui est l'œil du grand Bouddha. Fred, qui est suivi par la 2e, le saphir qu'on trouve. Le saphir, c'est sur le poignard ah non, on tombe dans un trou, le saphir. Ouais, dans une bouche d'égout bien dégueulasse, quoi. Ouais, on tombe dans un trou en trouvant le saphir, exactement. Et Fred, alors il faut qu'on en parle un petit peu, mais je te le laisse en parler, bien sûr. Où est-ce qu'on trouve le diamant? Le diamant, c'est le ninja qui était un protagoniste d'aventure, qu'on tombe sur lui à un moment dans une salle, et il y a même une ligne rouge, il y a marqué abandonnez toutes vos armes. Bon, moi je les ai gardées, et puis en fait on sent sa présence. Oui. Bah oui. Attends, il croit quoi ce ninja là, qu'on va lâcher nos objets pour se défendre? Il est ouf lui. Mais enfin c'est un bon piège de jouer sur la loyauté du joueur, quoi. Est-ce que tu deviens tellement suspicieux, tu te dis bon, est-ce que je devrais obéir à ce que me dit le livre? Sacré piège d'Ian Livingstone là-dessus. Ouais, c'est enfoiré ninja, franchement. Donc ouais, on le bute et voilà, on récupère le diamant. Et donc voilà, on a les 3 pierres importantes. Il balance une shuriken, mais tu vois, c'est marrant parce que là, je repense à la voix du ninja. Tu vois, la voix du ninja, quand tu rencontres d'autres ninjas, les combats sont beaucoup plus scénarisés, quoi. C'est vrai que c'est un truc sympa dans cette saga-là. Ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment important. Donc, ah ouais, là par contre, tu vois, c'est un peu plus rapide. C'est pas tout à fait. Ouais, c'est différent comme écriture. Ouais. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Donc voilà, on a ces 3 pierres, bien sûr il faut les mettre dans le bon ordre. Mais j'ai plutôt l'impression que tu mourrais à petit feu, quoi. C'est pour ça que je me demandais si c'est tout. Ouais, c'est ça, de toute façon, c'est genre fait le moins d'épreuves possible, voilà, donc il y a un certain nombre de chances à tenter, et puis voilà, bien que si vous avez obtenu ces 3 pierres, déjà les bonnes pierres, parce qu'il y a plein d'autres types de pierres dans le donjon, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre, c'est la fin du donjon, et c'est là où justement le Trial Master, là, il se dit, vas-y, je me sauve. C'était quoi déjà, Fred? Attends, j'essaie de me souvenir, c'était un gnome. C'était un gnome. Ouais. Un lutin, ouais. Un lutin, ouais, qui se sauve, et bien sûr, il se prend un piège, il se prend le dernier piège du labyrinthe. Un carreau d'arbalète, ouais. L'enfoiré de Succumvit, tu te rends compte, t'arrives à la fin, t'ouvres la porte, et cet enfoiré, il te backstab avec un carreau, quoi. C'est un peu le mec comme dans Léon, là, où Gary Oldman, il est planqué derrière, le mec, il voit la sortie, et il se fait tirer dessus par derrière. Ah, c'est chaud. Bah ouais, bah voilà, et ça t'amène à la fin. Succumvit, il arrive pas à y croire, mais tu es le champion, voilà, de l'épreuve des champions, le labyrinthe de la mort. Ouh. Hey, Fred, on est arrivé à la fin, mais avant, bien sûr, qu'on met un beau nœud papillon sur tout cela, j'aimerais revenir au début, parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose que je trouve vraiment magnifique dans l'écriture de Ian Livingstone. C'est là où franchement on se rend compte de sa plume. C'est toute l'introduction, alors l'explication, le préquel en fait de pourquoi l'épreuve des champions existe, et l'arrivée donc de notre aventurier, bien sûr, au port qui est très connu, en fait, qui est le fameux port qui est situé dans la cité des voleurs, Black Sand, c'est ça si je me trompe pas. Et puis après, qui nous amène à Fang, donc la fameuse ville Fang, où est l'épreuve des champions. Et Ian Livingstone nous décrit en fait que voilà, on a donc un brassard violet, enfin on a un foulard violet autour de l'épaule, autour du bras, comme quoi on est sélectionné, et quand les gens nous voient, ils nous félicitent, et en fait c'est comme un funérail viking, quoi. On fait la fête, on boit,
on en profite parce qu'on sait que on risque de mourir, c'est connu, hein, quasiment tous ceux qui entrent n'en ressortent pas. Et j'aime beaucoup cette description dans l'histoire, j'aime bien comment Ian Livingstone nous met vraiment en ambiance et en excitation pour rentrer dans ce labyrinthe de la mort. Bah ouais, moi j'ai vraiment, en fait, moi ce que j'ai bien aimé dans ce labyrinthe-là, c'est que ceux qui sont à l'intérieur, même ceux qui sont à l'intérieur, ont une histoire, t'as l'impression, et qu'en fait, ce qui est assez révélateur, c'est que le mec, soi-disant le maître des clés, dès qu'il voit qu'il peut sortir, en fait, c'est le premier à vouloir se barrer, et il meurt. En fait, c'est ça, c'est la vraie malédiction de ce labyrinthe, c'est quand tu réussis pas à le terminer, t'es coincé à l'intérieur, et tu deviens, en fait, un ennemi du donjon, quoi. Et ça, ce côté-là, moi, ça m'a fait marrer. Et oui, ce côté compétition, et les mecs viennent avec nous, on peut les rencontrer, ils peuvent nous guider en bien ou en mal dans l'aventure si on suit leurs traces. Et surtout, cette espèce de buddy, de bromance avec Thor, avec Torm là, qui finit mal. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup hésité à lui faire confiance. Je fais, c'est assez rare, ça pue la merde, on se fait toujours backstabber dans les livres de notre héros, et là, le fait de vraiment faire confiance à un mec, c'est l'impression que c'est un peu de rencontrer ton pote PJ dans un scénario de jeu de rôle, tu vois. Donc, en plus, il y a un super combat contre des ogres, des trolls qui sont balèzes, donc ouais, ça, je trouve que c'était vraiment une bonne idée, ça mettait un peu plus de relief à notre propre aventure, en fait, parce qu'en fait, on n'est pas tout seul, on est dans une compétition, quoi, c'est toujours un peu plus, ça a un peu de sel, quoi. Ouais, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez Livingstone, parce que dans la sorcière des neiges, il y a aussi ça où tu t'es suivi avec 2 autres PNJ, quoi, 2 compagnons qui deviennent cruciales et super importants dans l'aventure, parce qu'elle est assez épique, hein, l'aventure, j'allais dire la Reine des Neiges. Non, j'en parlais avec Fabien récemment. Et la sorcière des neiges, ouais. Donc Fred, je crois que ça te plairait, hein, si tu veux enchaîner là-dessus pour découvrir ce que Livingstone peut faire avec des PNJ. Non mais ça, j'ai vraiment aimé d'avoir un personnage qui puisse nous suivre, c'était sympa. Et suivant, c'est cool parce que ça rend l'aventure encore plus équipe, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est la communauté, quoi. C'est le vrai jeu de rôle solo, c'est chouette. Ouais. Fred, voilà, nous aussi, hein, nous sommes sortis de ce labyrinthe, hein, Succumvit nous attend pour nous récompenser, malgré que il est super vénère, il est pas content qu'on ait réussi son épreuve, mais bien sûr, il tient parole, voilà. Fred, allez, c'est parti, on sort dehors, et puis on se pose un petit peu, je te propose qu'on s'ouvre un petit repas, une cuisse de dinde, et quelques chopes de bière, et puis voilà, qu'on parle un petit peu des émotions qu'on a eues à travers ce livre. Ah, Fred, nous voici sortis de cette épreuve, le labyrinthe de la mort, hein. Sacré voyage, hein, franchement. Écoute, qu'est-ce que t'en penses de ce livre dont vous êtes le héros ? Ah, on commence par moi, t'es sûr, parce que moi je vais te dire, on me l'avait vendu comme quelque chose de culte, et moi j'ai trouvé ça en fin de compte très 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 old school, et je vais même taper sur la table et je vais dire, moi je pense que sans les dessins, cette aventure serait presque pas quelconque, mais serait un peu archaïque. Moi je l'ai trouvé très daté, très années 80, très donjon trésor. Quand tu m'as demandé de ressortir une scène, c'était assez difficile, parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai pris, je me suis baladé, j'ai fait les épreuves, j'ai fait des combats, j'ai vu des situations, c'était sympa, mais j'ai vraiment rien qui m'est vraiment tapé dans l'œil. Alors je pense que je vais me faire détester en disant ça, parce que ça a l'air d'être un des livres dont votre héros favori, mais moi je comprends pas l'engouement autour de ce truc-là, je le trouve vraiment pas simpliste, c'est pas le mot, mais je trouve que le défi qu'on nous propose est en fin de compte très classique, et moi je trouve que l'écriture, je l'ai trouvé pas minimaliste, mais il n'y a pas énormément de description. J'ai trouvé qu'il y avait des chapitres très courts qui étaient juste des trucs de raccord en 3 lignes, il y en a pas mal, et moi j'ai vraiment trouvé, ce qui m'a mis dans l'ambiance, c'est les dessins, les fameux dessins de Ian McKay qui sont vraiment excellents. Mais moi, en plus, je savais que c'était Ian Livingstone, que ce serait un seul chemin possible, et j'ai allé avec pas mal d'a priori. Bon, à ce niveau-là, je veux dire que c'est pas le pire qu'on ait vu, mais moi, faut qu'on m'explique pourquoi ce truc-là a autant marché, sachant que dans sa forme, il est très classique. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant au niveau de l'écriture, c'est en fait que tu comprends que tous ceux qui sont dans le donjon sont un peu comme toi, ont été des anciens participants ou sont prisonniers, et tout le monde a envie de se casser de là. Et j'ai envie de dire, se faire vivre ce donjon, c'était sympa. Mais moi, le défi en lui-même, j'ai trouvé méga classique et méga daté, entre guillemets.
Je voulais te poser des questions justement sur ton point de vue, ton ressenti. Et en plus, après, j'allais dire, c'est ce qui revient souvent dans les défis fantastiques, c'est que notre personnage, en fait, en fin de compte, on sait même pas si c'est un barbare, si c'est un mec agile, si c'est un magicien. On est juste un mec avec une épée et un sac à dos, et puis tu tires ta caractéristique, et puis vas-y, quoi. Mais ça, c'est intéressant. Parce que il y a une spéculation, enfin, je sais pas si c'est très détaillé ou pas, mais que, en fait, on joue le même aventurier depuis 2 autres aventures qui sont donc, je crois que c'est la montagne de feu, la forêt de la malédiction, la cité des voleurs, je crois, je suis pas sûr pour celui-là, et en fait, c'est pareil, on suit le même personnage qui va aussi donc dans l'épreuve. Enfin, j'allais dire épreuve des champions, mais bien sûr, c'est le labyrinthe de la mort. Donc, on joue ce pseudo-héros qui fait un peu de magie, qui fait un peu de tout. Je sais pas si... Non, il n'y a pas la citadelle du chaos, parce que là, on joue un mage. Donc, c'est très différent comme situation. Enfin, on joue un guerrier qui apprend de la magie, surtout. Ouais. Mais écoute, je voulais poser des questions là-dessus, Fred. Déjà, bon, la chose la plus importante, qu'on s'attaque à un très grand livre, un livre-jeu, et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à le survendre. Est-ce que t'as senti qu'on t'a survendu le produit? Est-ce qu'on te l'a trop mis en anticipation? Est-ce que t'as senti que c'était « Oh, c'est incroyable, tu vas adorer, tu vas kiffer » Et tu sais, on te montre ce buzz, en fait, on te montre cette excitation qui finalement ne livre pas sur ce qui est le produit. Il est décent, il est très bien, mais il est pas aussi glorieux qu'on ait pu croire. Bah, tu vois, moi, je disais, bon, défis fantastiques, je suis pas un spécialiste, j'en ai fait comme tout un chacun. Comme je disais, auparavant, je suis passé assez rapidement au jeu de rôle et au jeu de plateau. Mais le labyrinthe de la mort, pour moi, je connaissais pas, quoi. C'est en voyant le dossier de Fabien, gentil dossier de Fabien, qui a fait un super truc encore, que je me suis rendu compte que ce truc-là était vraiment très connu, qui avait cartonné et surtout qui avait une espèce de, comme tu aimes bien dire, une legacy, un sacré héritage, et que normalement, quand on dit labyrinthe de la mort, bah, tout le monde, ça évoque quelque chose. Bah, pas tout le monde, mais pas mal de personnes, surtout ceux qui sont spécialistes comme nous de ces milieux-là, du fantastique. Et non, moi, j'étais complètement passé à travers. J'ai vu le dossier de Fabien, je fais ah oui, quand même, le truc, c'est méga connu, ça a même dépassé un peu le monde des livres-jeux. Et en le faisant, je me dis, mais pourquoi bon, je pense qu'à l'époque, oui, je comprends qu'à l'époque, ça faisait sensation, c'était nouveau. Mais le faire là, des années après, je me dis, mais non, je comprends pas pourquoi ce truc-là a cartonné, parce que moi, je trouve pas qu'il y ait de scène vraiment forte. Il n'y a pas de scène qui m'ont dit, oh putain, ce truc-là est trop génial. J'ai bien aimé le concept du compagnon. Les épreuves, j'avoue, ça... Alors moi, il y a comme une question que je me pose, mais ça serait être très conne, hein. Mais pourquoi faire une manticore avec une tête de vieux s'il n'y a pas d'énigme? Est-ce qu'il y a une phase d'énigme? Ouais, c'est pas faux. ouais, c'est un classique, ça, c'est vrai. Normalement, il y a une énigme, ouais. Je me suis dit, tiens, la manticore me l'a vendu comme une bête de foire, il faut que je me mets fidèle, et je tombe devant le dessin, je vois un sage, entre guillemets. Je me dis, tiens, il y a peut-être une façon de régler ça différemment. En fin de compte, non, j'ai l'impression que tu es obligé de te combattre contre elle. Mais moi, en fait, j'ai trouvé ça, ouais, mais d'un classicisme, même tellement classique, en fait, ça devient un peu redondant, quoi, et chiant, quoi. C'est pas chiant parce que l'aventure est bien faite, mais je veux dire, là, on resitue à l'époque le labyrinthe de la mort dans la chronologie. Je crois que c'est le 6e. Donc, on va dire les concepts des règles et tout ça était encore neuf. Mais moi, François, me retaper les mêmes règles des défis fantastiques sont toujours les mêmes, qui évoluent pas. Là, on n'a aucune spécificité particulière. En gros, on a un couloir qui va tout droit. En gros, faut toujours aller tout droit, on se marise un peu. Il y a des portes sur le chemin, on les ouvre pas. C'est classique, quoi, je veux dire. Même s'il y a différents chemins, et puis je veux dire, il y a même le bestiaire est classique, tout est classique, quoi. Et en fait, Livingstone fait aussi avec ce qu'il fait d'habitude, c'est avec ces petits objets qu'il faut avoir pour ouvrir le truc. J'ai trouvé ça très classique, j'ai trouvé des trucs un peu sympas, mais je comprends pas pourquoi ce truc-là. Moi, j'en ai fait, par exemple, la voix du tigre, je trouve ça beaucoup mieux, quoi. Je trouve ça plus profond. Hein. C'est peut-être aussi grandiose parce que justement il a reçu de la mauvaise presse qui l'a rendu très très fameux, parce que c'est un peu le syndrome de Donjons et Dragons. Une fois que Donjons et Dragons a eu son super succès, hein, qu'il a lancé dans la nouvelle édition de Advance, enfin c'était Advance Dungeons and Dragons, après il y a eu la correction contre tous les groupes religieux et tout ça qui était 2e édition, donc enfin même pas, il y a eu une recorrection avant la 2e édition, mais tout ça a servi en fait à rendre le jeu très 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 connu, hein, colossal aujourd'hui, hein, même quand tu dis jeu de rôle, tout le monde pense à Donjons et Dragons, personne pense à Shadowrunner ou j'en sais rien, l'appel de Toulouse, c'est pas les immédiats RuneQuest, bref.
Donc je me demande si ça aussi, sa réputation joue beaucoup en fait sur le fait qu'il soit très connu. Mais bon, moi j'ai une opinion. Si tu veux, je te dis ce que j'en pense, moi. Donc oui, pour le coup, c'était super contemporain, super moderne, mais maintenant, oui, les Dungeon Crawler, on en a vu des milliers, et celui-ci, pour moi, il sort pas du lot, quoi, tout simplement. Ouais, mais c'est ça qui est important, c'est peut-être le fait que ça soit le premier, tu vois, qui marque comme ça, c'est pour ça qu'il a autant de succès, c'est à travers le temps, tu sais, c'est comme nous. Je reprends Donjons et Dragons, quoi, c'est un exemple parfait, c'est Donjons et Dragons jusqu'à avant, tu sais, moi j'adore jouer à la 2e édition, malgré que la 5e est excellente, mais il y a ce côté nostalgique, même si c'est pété, ça marche plus trop bien, il y a des trucs un peu fades, il y a ce côté nostalgique très très fort, et en fait, ça joue beaucoup là-dessus, donc je pense que c'est aussi sa réputation qui joue, mais point de vue historique, c'est ça qui est important aussi, c'est un livre dont vous êtes le héros, qui était le premier dungeon crawler, qui était fait d'une façon aussi précise, avec tellement de rencontres et d'endroits intéressants. En fait, c'est ça, je trouve pas que les rencontres sont banales ou tu sais, il se passe que dalle, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Moi, ça m'a pas, ça m'a pas marqué. Je sais pas, j'ai pas trouvé de situation vraiment truculente ou vraiment de trucs qui m'ont fait réfléchir. C'est différent. C'est vrai que la méduse, c'est un vieillard. Il y a le mec avec sa main coupée. Bon, il est juste là pour nous donner une info. Après, récupérer des pierres, ça c'est classique. Après, c'est le bestiaire normal, voilà, la manticore. Il y a juste la bête sanguinaire qui change. Après, mais même au niveau de la narration, de la lecture, j'ai trouvé que c'était pas que c'était fainéant, mais je veux dire, des descriptions, il n'y en a pas beaucoup. On dit vous avancez au nord, vous avancez à l'ouest, il y a un embranchement, vous allez où on te dit pas. Des fois, il y a des salles, il te fait un peu plus de descriptions. Enfin, on est loin du justicier de l'univers, quand même. Oui, mais là, on atteint le pire du summum du pire, mais ouais, c'est sûr. Moi, je trouve que je vois absolument ce que tu veux dire. Moi, j'aime bien les opinions qui sont très différentes. Donc, c'est cool, Fred. Là, surtout, toi, tu viens avec un œil super frais. Donc, moi, je comprends tout à fait cette opinion. Et écoute, moi, je pense tout le contraire. Pour moi, j'ai grandi avec. C'est vachement important parce que je sais que ça joue beaucoup là-dessus, nostalgie, mais aussi le fait que ça soit un excellent dungeon crawler sur papier. Je n'ai rencontré très très peu des dungeon crawlers aussi efficace en livre dont vous êtes le héros. Alors il y a des histoires qui sont beaucoup plus fantastiques, plus épiques, ça c'est sûr et certain, hein. On en a déjà fait sur le podcast qui sont impressionnantes, mais il y a un côté vraiment trépidant et il y a surtout un préquel qui met bien en bouche cette excitation de ce donjon, et en fait on sent vraiment que c'est une épreuve de force, et le donjon est grand, mais en même temps on le dessine tous les deux, donc il est assez petit justement pour qu'on puisse le refaire plusieurs fois, et je trouve qu'il n'y a pas cette frustration de relecture et de relecture qu'on peut trouver dans beaucoup de défis fantastiques, où justement on lit au bout de 4-5 fois, on découvre tellement de choses qu'à chaque relecture c'est assez nouveau, à part bien sûr certains passages clés, hein, comme le fameux Bouddha avec son œil, et puis après voilà le squelette avec le parchemin, mais il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de choses intéressantes, et moi ce qui m'a plu, c'est que Livingstone, oui, c'est vrai qu'il nous écrit pas toujours de la plume et des pavés pour nous mettre en ambiance, mais il le fait assez bien pour ne pas perdre l'essentiel de l'action, de ce qui se passe. Et je trouve que là, il garde bien, en fait, nous garder au chaud, il nous garde constamment en activité, il nous garde constamment en action, et je trouve ça bien, parce que c'est une différente aventure, parce que aussi on est dans un donjon, et il faut garder ce suspense, que bien sûr, c'est une différence d'écriture qu'on trouve avec Herbie dans Loup Ardent, où justement c'est une grande aventure épique, donc il y a des moments de pause, il y a des moments où on comprend pourquoi le texte se calme, et là j'aime bien en fait que Ian justement nous montre ses talents dans ces super intros qui font 5-6 pages environ, l'histoire de Fang et tout, comment on arrive là, qui en fait il nous montre bien notre personnage, et moi ça m'a beaucoup aidé en fait à me transporter dans le physique de ce personnage que je joue, ce guerrier, que Fred, tu vas kiffer, je l'ai nommé, bien sûr, Olivar. donc c'était un barbare. Donc. C'était un barbare. Olivar, le barbare. Et ouais, donc de mon côté, je sais que c'est... et puis... j'ai un attachement assez important à ce jeu parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à réussir. Et là, Fred, c'est quand même la première fois de ma vie que je le réussis d'un coup, mais vraiment du A à Z. Normalement, je l'ai réussi parce que, ok, je sais où c'est cet objet-là, je sais que cet objet-là, et je m'arrête de le lire, en fait, parce que pour moi, dans ma tête, c'est bon, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait et je connais la fin. Mais là, pour le podcast, tu vois, je me suis dit, ok, allez, The One Way, je vais le faire de A à Z et je vais le lire en une soirée. Bien sûr, j'ai terminé vers 4h du matin, mais j'étais constamment en excitation et le lendemain, je l'ai relu pour essayer les autres trucs que je me souvenais quand j'étais gamin, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 22 ans, 26 ans, parce que je le relis après toujours un certain nombre d'années. Et
Et j'aime beaucoup en fait ce jeu parce que moi je suis fan old school de jeux PC, de Dungeon Crawlers, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est aussi un truc que je ne retrouve pas dans les autres livres de jeu, quoi. Ce côté labyrinthe qui fonctionne, qui marche, qui a du sens, qui a des rencontres, qui me propose aussi constamment de faire marche arrière pour pas être piégé, qui me propose aussi de dessiner un plan qui est pas trop complexe au papier, parce qu'on a réussi tous les deux à le faire, quoi. C'était pas aussi difficile. Donc il y a une super structure, et je trouve qu'en 2 mois, ce qu'a fait Ian Hemingstone, et avec Ian McCraig, hein, c'est vraiment une belle pièce d'art, quoi. C'est une belle œuvre, et je comprends un peu son sens, pourquoi le labyrinthe de la mort est aussi important dans notre culture du livre dans le héros, du livre-jeu. C'est un livre qui est réussi, qui marche et qui nous lance dans une aventure sans arrêt, qui est, comment dire, l'aventure est constante en mouvement, hein, il se passe toujours quelque chose, et à la fin, elle livre avec ses 2 grands boss, et bien sûr, cette magnifique illustration de réussite, où ce comme vite nous félicite malgré son désespoir les plus complets, que son labyrinthe a enfin eu un échec, quoi. Donc c'est cool, Fred, tu vois, on a 2 opinions bien différentes, donc écoute, je trouve que c'est parfait, hein, ça fait une belle finition à ce livre dont vous êtes le héros. Pour une fois, on n'est pas d'accord, ouais. Ouais, bon, c'est cool, hein, il faut bien quand même, merde, au bout d'un moment. Et voilà, mais c'est cool. J'étais vraiment curieux d'entendre ton opinion, mais je t'admets, Fred, je m'y attendais un petit peu, parce que t'arrivais déjà avec on n'arrête pas de te dire que c'est le meilleur, et puis je me suis dit, ok, de 1, c'est survendu, 2, Fred, il connaît des Dungeon Crawlers, il en a fait plein dans sa vie. 3, il aime pas les one way. Donc je me suis dit merde, je sens que tu vas pas être trop chaud là-dessus, quoi. Ouais, bah Ian Livingstone, j'avoue, mais dès que je vois son nom, je fais bon, bah au moins je sais que je vais être frustré. Mais maintenant je le connais, c'est-à-dire que avec les genres d'auteurs, tu notes tout, c'est-à-dire que tu fais pas un paragraphe sans avoir noté d'où tu viens, parce que sinon tu peux mourir au détour d'un chemin. Ouais. Bah voilà, écoutez les auditeurs, ce fut vraiment un grand plaisir, voilà, avec Fred, d'avoir enfin attaqué, de vous avoir parlé de toute l'histoire du labyrinthe de la mort. Et puis Fred, on va se retrouver très bientôt, de toute façon, pour parler un petit peu de la pop culture du labyrinthe de la mort, parce qu'on n'a pas fini d'en causer, hein. Oui, c'est comme on disait, le labyrinthe de mort, c'est un défi fantastique, mais c'est un des rares livres qui a réussi à sortir du cadre, donc qui est connu pour d'autres raisons. Et donc voilà, c'est dans cette 2e émission, bah, on va faire ce qu'on appelle nous les émissions pop culture. Donc on va vous parler des choses qui font partie de la pop culture. Et donc le labyrinthe de la mort fait partie de la pop culture. Et donc on va se pencher un peu sur quelques détails et puis quelques anecdotes. Ça va être sympa tout ça. Ouais, il y a pas mal de choses à causer, hein. Surtout on va parler de mon édition préférée, hein, qui vient du pays du soleil levant. On va parler de pas mal de choses. Donc, il va se passer pas mal de choses, Fred. Bah écoutez, sur ce, hein, le soleil se couche, hein, sur la vallée de Fang. Nous avons réussi l'épreuve et puis bah voilà. On a tellement d'or à dépenser, Fred. Je te propose qu'on aille en ville et qu'on aille faire la fête pendant 40 nuits et 40 jours. Je pense même qu'on peut faire la fête jusqu'à la prochaine épreuve des champions pendant 1 an. Carrément, on est blindé de thunes. Je suis d'accord avec toi. Franchement, ça me paraît parfait comme célébration à exécuter. Les aventuriers, voilà, ça arrive à la fin de cet épisode. Ce fut un vrai plaisir. Voilà, avec Fred, bah, on vous dit à très bientôt. Et puis, Fred, je crois qu'on va se quitter sur un morceau qui défonce tout, qui fait bien épreuve des champions, qui fait bien le labyrinthe de la mort, surtout un morceau sélectionné par Metal Slugger. Metal Slugger, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce groupe. J'ai déjà commandé leur prochain CD sur Bandcamp. Fred, je te propose d'écouter un morceau des Eternal Champions intitulé I'm the Hammer. Ça me fait penser à un jeu vidéo sur la Xbox, Eternal Champions. Ah, et la façon dont je l'ai dit, ça te fait pas penser à... C'est Altered Beast sur la Mega Drive ou la Genesis, pour ceux qui ont vécu en Amérique du Nord. Rise from the grave, I'm the hammer. Allez, je te fous 40 000 versions de reverb là sur la voix du chanteur. Et Fred, les auditeurs, franchement, sacrée épreuve. Je vous dis à très bientôt. À toutes, à tous, à toutes, et puis on enchaîne bientôt pour l'émission Pop Culture. Salut les auditeurs. Tchuss. Salut. Tchuss. Tiens, je te l'ai piqué là, non? Tchuss.